Merci, bonjour, bienvenue dans ce bistrot Liberté. Franchissez les portes de ce bistrot pour nous rejoindre en compagnie de nos sociétaires. Je salue Philippe Randa du site Euroliberté, Caroline Parmentier, journaliste au quotidien Présent, Nicolas Gauthier, journaliste à Boulevard Voltaire, ainsi que Charlotte Dornelas, à Boulevard Voltaire aussi, et Pierre Gentillet, qui travaille aux côtés de Thierry Mariani. Merci d'être là. Et aux sociétaires qui vont nous rejoindre et qui sont derrière moi, je salue Béatrice Bourges, militante associative, ainsi que Stéphanie Bignon et Nicolas Gardère, qui est avocat. Bistrot Liberté est financé par ses donateurs, et c'est parce que ces dons sont essentiels que nous mettons à l'honneur à chaque fois les noms de ceux qui nous aident avec générosité. Alors un grand merci. Un grand merci à Philippe de l'Union, Hugues de Sheffield, Com d'Ungerford. On me met les mots les plus compliqués au fur et à mesure. Hein. Patrice de Clichy, Gabriel de Maintenon, Mathilde de Fossalière, Marcel de Rouen, Jimmy d'Ahulle, Gaël de Bordeaux, Émilie de Créteil, Claude de Roanne, Gabriel de Mandelieu-la-Napoule, Mathieu de Brignoles, bien sûr, Franck de Beaucaire et puis hasard bien sûr, Aurélie de Montfermeil, ça doit être en Seine-Saint-Denis. Et ça tombe bien parce que notre invité est le maire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Je demande d'applaudir Xavier Lemoine. Xavier Lemoine, merci d'être à Bistrot Liberté. Vous travaillez depuis près de 30 ans dans une ville où coexistent 40 nationalités. Vous êtes maire depuis 2002, donc vous effectuez votre 3e mandat. Quelle est cette recette de votre longévité? Quand on commence, on va jusqu'au bout. Et j'ai eu la chance, à défaut de faire d'études, d'être scout et louveteau. Faire de son mieux, toujours prêt. Et avec ça, ça fait une vie. Voilà, donc vous maintenez. Ne pas subir et tenir, oui, tenir. Bon, vous vous souvenez des paroles de votre promesse? Tout à fait. Je vous écoute. C'est gentil. Je l'avais tous les jours. Alors devant tous? Devant tous, je m'engage. Etc. Allez, c'est bon. Dimanche 16 octobre, non, c'est bon, vous le savez, ça ne m'intéresse plus. Dimanche 16 octobre, la manif pour tous redescend dans la rue pour défendre la famille. En 2013, vous avez publiquement annoncé que vous refuseriez publiquement de marier un couple homosexuel. Vous avez même précisé que vous refuseriez de déléguer votre pouvoir d'officier civil à un adjoint, car ce dernier marie en votre nom. Non, c'est pas tout à fait ça. Juridiquement, il ne marie pas en notre nom puisqu'il est officier d'état civil par son élection par le Conseil à sa qualité de maire adjoint. Voilà. Mais que je ne demanderai pas à un adjoint de me suppléer si une demande venait. Et dans la mesure où, au dernier mandat, aucun adjoint ne voulait marier, j'ai pris une délibération d'abord pour rappeler la liberté de conscience. Je viens d'être boulé par le Conseil d'État tout récemment et j'ai eu, sans devoir trop m'étendre, à tenir bon sur ce que j'avais énoncé, ce qui m'a valu quand même quelques désagréments judiciaires. Voilà, donc j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête, sans en dire davantage, mais c'est la réalité. Et donc, et même sur les adjoints, je précise la chose, c'est intéressant, qui ont pu me dire sur ce mandat-là, écoutez, si ça arrive, monsieur le maire, c'est pas notre truc, mais voilà, on le fera. Un l'a fait et est venu me dire une fois, pas deux. Voilà. Est-ce que vous avez évolué depuis 2013? Non, je n'ai pas évolué. Et pourquoi vous êtes le seul à ne pas évoluer sur cette question? Je pense qu'il y en a quelques autres qui sont sur ces positions-là, qui n'ont peut-être pas été confrontés à un cas pratique avec, je dirais, les peines qui sont derrière. D'autres maires en ont fait l'amère expérience, et lorsque vous êtes menacé de 1 000 € d'astreinte par jour, eh bien, je dirais, aucun élu ne peut raisonnablement tenir face à de telles pressions juridiques, judiciaires, et c'est pour ça qu'un certain nombre de mes collègues se sont résolus à devoir trouver un adjoint qui s'est présenté et qui, pour, je dirais, libérer la pression sur la ville, a procédé au mariage. Et voilà. Et je sais ce que j'ai subi pendant plusieurs mois, je sais mon passage à la PJ, je sais un certain nombre de choses, et je sais que il faut être extrêmement fort pour tenir. Je l'ai fait une fois, je ne sais pas si je le ferai 2 fois. Alors, est-ce que, ma question elle est plus simple, c'est est-ce que vous allez défiler dimanche 16 octobre avec la manif pour tous? Nous, on fait samedi une émission spéciale. J'ai fait toutes les manifestations de Paris, les grandes comme les moyennes ou les petites. J'ai fait un certain nombre de veilleurs et je serai bien évidemment dimanche, oui. Est-ce que c'est concevable de continuer à demander l'abrogation de la loi Taubira? Le mariage homosexuel, c'est entré dans les mœurs, c'est comme ça? Je ne crois pas que ce soit fondamentalement entré dans les mœurs.
Et je regrette que l'on ait un peu vite abandonné la question de l'abrogation. Il est légitime de se préoccuper des conséquences, qui sont la PMA et la GPA, mais nous ne serons crédibles totalement sur le sujet que si l'on remonte aux causes, qui restent le mariage homosexuel, et on risque la droite actuelle, certains à droite, risquent de faire le tour de force, que même la gauche n'avait pas réussi à faire, à dissocier procréation et mariage. Et dès lors que dans la même entité juridique, le mariage, pour tous, pour une catégorie de personnes, vous dissociez les droits ou les possibilités procréatives. Il n'y a aucune raison que dans un second temps, vous n'alliez pas revisiter la capacité à des couples hétéros pour le coup, à procréer, parce qu'il y aura forcément des normes sociales, sanitaires, démographiques qui pourront venir et pourront dire, bah, écoutez, dans certains cas, on a bien dissocié les deux et régulé les choses différemment, et bien dans votre cas, il n'y a aucune raison de ne pas s'immiscer dans ce qui pour l'instant était confondu, mais va être dissocié en voulant uniquement attaquer par l'angle des conséquences et de ne pas aussi, je n'ai pas dit que, aussi remonter à l'ordre des causes. Et c'est pour ça que je maintiens pour ma part la question de l'abrogation. Il n'y a pas d'autre solution intellectuelle et morale. Et il y aura donc samedi à partir de 20 h en direct un débat organisé par TV Liberté. Vous pourrez retrouver autour de cette question avec plus d'une trentaine d'invités et intitulé LMPT, la manif pour tous, le retour. En 2014, vous avez été réélu avec 61,67% des voix au premier tour. Alors vous avez des fans, mais aussi des contempteurs. Alors parmi les fans, je voudrais vous citer Charles. Charles, c'est Charles Becbédé. Il dit de vous que vous faites preuve dans votre mission de pédagogie et de bienveillance. Alors ce sont des termes qu'on retrouve très rarement accolés à l'action d'un maire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pédagogie et bienveillance? Ça ne sert à rien d'avoir, entre guillemets, des bonnes idées, si tant est qu'on pense réellement les avoir, ou je veux dire les choses différemment. C'est Philippe de Villiers qui nous disait souvent « un pas devant le peuple, pas deux ». C'est de Lénine. Comme quoi, on peut avoir des lettres. Et donc, effectivement, dans l'action d'un maire, s'il ne passe pas son temps à expliquer pourquoi il fait ça, il peut très rapidement se couper de sa population et à ce moment-là, toute l'action qu'il porte ne pas être comprise. Si elle n'est pas comprise, elle n'est pas suivie, elle ne porte pas d'effet. Et donc, effectivement, il faut sans cesse expliquer pourquoi. Moi, j'ai toujours mon même slogan de campagne, c'est une vision, une volonté. Une vision à 20 ans pour la ville, une volonté d'y parvenir, avec tous les paramètres que j'ai. Mais si je n'explique pas la population, c'est mort. Et donc, des décisions difficiles à prendre sur le plan des impôts, sur le plan budgétaire, sur le plan de choix divers et variés, s'ils ne sont pas expliqués, ils ne sont pas compris, sont contestés, et là, vous rentrez. Alors que j'ai un programme à 20 ans, connu de tous mes élus parce que fait avec les élus, connu de toute ma direction générale parce que fait avec ma direction générale, connu de tout le personnel de la commune, connu de tous les habitants et de tous les partenaires qui gravitent autour de la ville. Ce programme nous a permis de multiplier par 4 le budget d'investissement parce que lorsque je demande quelque chose, ce n'est pas un caprice, c'est dans une vision stratégique de développement de la ville et les gens peuvent se reconnaître comme étant acteurs de cette vision. Et la bienveillance, c'est-à-dire que c'est une bienveillance que pour les 40 communautés qui constituent votre ville, c'est cette même bienveillance. Mais ça ne correspond pas à votre image, une image de droite dure. Mais non, ben, enfin, si vous voulez, ça vous fait plaisir, mais ça ne fait pas plaisir, moi je constate. Tout à fait. Que je sois animé d'un certain nombre de convictions, oui, mais être maire, c'est l'école du réel. Où en sont réellement les gens? Prenons les choses telles qu'elles sont comprises ou pas comprises. Et comment progressivement, et c'est là que la pédagogie revient, amener les gens à évoluer et à comprendre. Au fond de moi, oui, je suis déterminé sur un certain nombre de sujets. Si c'est pour les asséner, je dirais, la vérité sans charité, c'est mauvais, et l'inverse aussi. Donc j'essaye de marier vérité et charité, bienveillance si vous voulez, et conviction si vous voulez. Alors, parmi vos contempteurs, que vous ne trouvez pas très bienveillants, j'ai choisi Olivier, Angélique et Christian. Est-ce que vous connaissez Olivier, Angélique et Christian? Est-ce que ça vous dit quelque chose? J'imagine. Alors, c'est Olivier d'Henry, Angélique Planet et Christian Bric. Ce sont les élus front de gauche de votre conseil municipal. Alors, ils disent, c'est dans votre bulletin municipal de septembre-octobre, Xavier Lemoine s'est engagé dans une fuite en avant de l'extrémisme. Le principal acteur de la mauvaise image de Montfermeil est Xavier Lemoine lui-même. Cadeau. Tout à fait. Moi, c'est très simple à répondre. D'abord, il y a 400 transactions immobilières par an sur la ville de Montfermeil. Et nous recevons tous les nouveaux acquéreurs. Tous viennent
sur une prescription d'un Montfermeillois qu'ils connaissent par leur entourage familial, professionnel ou amical. 1. 2. Si vraiment j'étais détestable à ce point, ce que je veux bien croire, 61% au premier tour, je sais que le suffrage universel a quelques insuffisances, je sais qu'une majorité ne fait pas une vérité, mais bon. La dernière fois que vous êtes venu à TV Liberté, vous m'avez déclaré que le champ politique est un champ de ruines. Et vous avez dit qu'il n'y a plus aucun soubassement anthropologique à partir duquel un parti politique développe son programme. Alors dans ce contexte, je suis assez enclin à vous demander si vous allez aller voter pour la primaire de la droite et du centre. Mais bien sûr, puisqu'il y a Jean-Frédéric Poisson. Ah donc oui, vous avez choisi votre candidat, donc là je n'ai même pas besoin de vous poser la question. Bah, c'est fait. Et pourquoi Jean-Frédéric Poisson? Il n'a aucune chance. Et alors? Quelle importance? Vous choisissez le candidat qui va être face à la gauche. Et vous prenez celui qui n'a aucune chance. Je ne prends pas celui face qui a à la aucune... gauche, c'est pas gagné. Hein. Ou à la droite nationale, mais j'adopte l'amendement. J'ai toujours, dans mon action, j'ai toujours cherché à remonter aux causes des difficultés. Le maire, il arrive en bout de chaîne de tous les dysfonctionnements de la société. Soit il essaye d'appliquer des choses techniquement, ok, c'est très vite court, soit il essaye de remonter d'un cran et de remonter aux causes. L'ordre des conséquences, c'est l'urgence, on y va. Mais si on s'arrête là, on faillit notre mission, remonter à l'ordre des causes. Pour moi, Jean-Frédéric Poisson est, de par sa formation et ses convictions, celui qui, dans l'ordre politique, essaye de remonter le plus aux causes. C'est là que c'est, à mon avis, le plus utile, car je dirais, on n'est plus sur l'ère des ajustements techniques, on est sur l'ère d'une réflexion de fond sur l'anthropologie humaine, qu'est-ce que l'homme, au regard des multiples possibilités qui nous sont offertes, je dirais, par les lois, par la science, par la technique, par le délire de l'homme, etc. Donc je ne sais pas si j'ai aucune chance, je sais que la vérité a une chance, parce que je dirais à la fin, c'est elle qui gagne. Alors soit on attend tranquillement qu'elle gagne toute seule, ou on essaie d'y participer, même si on passe pour un ringard, pour un minoritaire, pour ce que vous voulez, ce que j'ai toujours été, sauf qu'à un moment donné... J'ai pas dit ça, moi. Mais pas vous, mais d'autres. Mais bon, à un moment donné, je dirais, cette idiotie incarnée dans une action politique quotidienne, finalement, les gens, ils se disent, voilà. Et quand Ségolène Royal, pour vous donner d'autres chiffres, fait au second tour des présidentielles de 2007 57%, et qu'en 2008, je fais 60% au premier tour, on voit bien qu'on n'est pas dans les clivages politiques, et qu'à un moment donné, il y a une espèce de fécondité, j'ose ce mot-là, d'une action publique, quand bien même sur un certain nombre de sujets, on peut diverger avec ma population. Voilà. En 2014, si j'ai été élu avec ce score-là, je m'attendais à beaucoup moins. J'avais, je dirais, un différend important avec la communauté musulmane, 40% de ma population quand même sur la ville, puisque par voie de justice, décision de justice, j'avais fait démolir un lieu de culte qui s'était construit sans permis de construire. Ok. Mais quand j'étais tracté sur le quartier, tous les musulmans venaient me voir. Monsieur le maire, on n'est pas toujours d'accord avec vous. Sous-entendu, le coup de la mosquée, on n'a pas goûté. Mais vos positions sur le mariage pour tous et la théorie du genre, qui est encore plus sensible pour eux, tenez bon, on est avec vous, etc. Bon, un, ils ne sont pas allés voter pour la gauche, c'est comme ça qu'un certain nombre de villes ont basculé à droite. Deux, certains ont peut-être porté leur suffrage sur moi. Et trois, je constate que la cassure, je dirais, irréparable entre l'école et ces populations-là, c'est à partir de la théorie du genre, et que le mariage gay a quand même... voilà, et que le laïcisme dans lequel on est, pour aller plus loin et essayer de développer ce que je vous dis, le laïcisme dans lequel on vit fait le lit du fondamentalisme. Donc à un moment donné, soit on compte les points, etc., soit on essaie de dire, attention, regardons réellement ce qu'est cette laïcité qui est issue du christianisme, qu'on le veuille ou non, sa genèse, elle est là, c'est le seul lieu de rassemblement, le seul, etc. Donc à un moment donné, il faut revenir aux causes, ne pas sans cesse courir après les conséquences, même si c'est notre devoir d'urgence d'aller dessus, mais il faut essayer de remonter. Et je dirais, je suis extrêmement malheureux, effectivement, dans les partis politiques, parce qu'il n'y a plus de réflexion de fond, c'est que des combines, etc. C'est marrant 5 minutes, mais c'est stérile, alors qu'il y a une vraie réflexion de fond. Et ce que j'ai essayé de faire sur les banlieues, et d'ailleurs je suis écouté de tous les milieux politiques, je crois respecter, c'est qu'à chaque fois, j'ai essayé de remonter des questions de fond. Alors, et si Jean-Frédéric Poisson n'est pas le candidat qui sort vainqueur de la primaire, pour qui votez-vous en mai prochain? C'est dernière question, rapide. J'en sais rien, je ne sais pas qui sera sur le présentoir. Donc, alors si je vous dis Marine Le Pen, Juppé, Sarkozy, Hollande, Macron, Mélenchon... J'en sais rien, je ne sais pas dans quel état sera la France. D'accord. Non, là-dessus c'est très clair. C'est pratique. Mes amis... Non, c'est pas pratique. Si. Bah si, parce que c'est pratique, oui, d'accord. C'est pratico-pratique. Bon. C'est pas commode. Mais voilà. Mais c'est comme Philippe de Villiers qui appelait à voter Chirac le 21 avril 2002. Hein.
Ça, vous nous l'avez déjà fait. Mes amis, mais je peux Olivier, la refaire encore plein de fois, parce qu'on est au cœur du problème. Non, je termine, après je vous donne la parole. Mes amis Olivier, Angélique et Christian, donc mes amis du front de gauche de Montfermeil, ont écrit récemment encore, c'était dans un autre numéro de votre journal, que la diversité de la ville de Montfermeil est une richesse. Cette richesse est celle d'une très forte communauté musulmane. Alors ceci m'amène directement à évoquer le premier sujet de cette émission. Et tenez, je vais vous l'offrir parce qu'il vient de sortir aujourd'hui. C'est le livre de Philippe de Villiers intitulé « Les cloches sonneront-elles demain ?» Et ma première question que je vais vous poser, et comme ça Nicolas Gauthier, vous pourrez répondre en toute franchise, la France, fille aînée de l'islam, Philippe de Villiers publie donc un ouvrage dans lequel il s'inquiète de la place de la religion musulmane en France. Le créateur du Puy du Fou pose la question « Les cloches sonneront-elles encore demain en France ?» Et il affirme que si l'on ne fait rien, la voix du Médecine couvrera le son des cloches de nos terroirs. Est-ce que c'est une vision prophétique ou une vision apocalyptique? Eh bien, je vous pose à chacun la question. Et Nicolas Gauthier, allez, parce que je sais que vous bouillez d'impatience de répondre. Alors déjà, comme je n'ai pas fini de colorier le dernier livre de Philippe de Villiers, je n'aurai pas encore le temps de lire le suivant. Bon, après Philippe de Villiers, que ce soit un excellent patron de conseil général, je passe mes vacances en Vendée depuis des années, c'est un fait avéré. Que ce soit un bon animateur de fêtes foraines avec le Puy du Fou, c'est un fait également avéré. Après, quand il parle de politique, le temps commence à se couvrir. Et j'en reviens à ce que je disais, effectivement, je ferai confiance à ces faux révoltés de droite, toujours frileux, mais que des moments on se déballonne, parce que si Villiers appelle à voter Chirac en 2002, c'est pour préserver son petit fief vendéen, comme Dupont-Aignan, dans sa ville de hier, n'a jamais franchi le pas, alors qu'il devait le franchir depuis des années. Mais tous ces gens-là, effectivement, bon, ça permet à une bourgeoisie de droite collée montée de se donner des allures de rebelles à peu de frais. Ça fait joli à la sortie de la messe, mais pour le reste, c'est du pipeau absolu. Je fais à la limite plus confiance aux gens du front de gauche qui iront plus facilement voter Marine Le Pen qu'effectivement à l'électorat de Christine Boutin. Pour le reste, la France... Parfait, vous répondrez, parce que je pense que ça s'adresse un peu à vous. C'est dit, ça c'est dit. Mais au moins, voilà qui est dit. Pour le reste, la France, fille aînée de l'islam, il est un fait que la France, historiquement, a un rapport très complexe avec la civilisation arabo-musulmane, mais qui remonte à son histoire spécifique. D'abord savoir que l'orientalisme est un concept français. Hein, les René Guénon, les Louis Massignon, les Henri Corbin, les grands orientalistes, les grands islamologues sont français. Aujourd'hui, c'est encore Jacques Berck, qui est conseiller de Jean-Pierre Chevènement pour le énième bidule de l'islam de France qui est en train d'essayer de se faire. Donc on a un rapport complexe avec ces gens-là, mais ça remonte même encore plus loin. C'est l'amitié épistolaire entre Charlemagne et Haroun al-Rachid, le premier calife de Bagdad. C'est l'amitié et l'alliance donnée pour impie entre Soliman le Magnifique, le grand sultan turc, et François Ier, alliance donnée pour impie que les papes ont trouvé quand même bien pratique. Jean Sévilla a écrit de très belles phrases sur le sujet. Ensuite, il ne faut pas oublier que du temps de ses colonies, de ses mandats, de ses protectorats, la France a été la première puissance musulmane au monde. Ça allait du Maghreb jusqu'au Machrek, en passant par l'Afrique noire. Et moi, j'ai un grand-oncle qui a été colonel dans l'armée française, qui a fait le Monte Cassino, il a perdu un œil, il est monté au front avec des tabords marocains, les tirailleurs d'Algériens. Hein, et quand on dit on ne peut pas être musulman et français en même temps, quid des harkis? Et ce qui est toujours assez marrant, c'est de voir d'anciens partisans d'Algérie française qui se plaignent. Les harkis avaient choisi la France. Hein. Oui, mais c'est toujours plaisant de voir... C'est une grosse différence. Les nostalgiques de l'Algérie française qui se plaignent de la présence de 8 millions de musulmans en France, s'ils avaient gagné, c'est pas 6 ou 8 millions. Sauf que maintenant, il y a des musulmans qui font la guerre à la France. Oui, c'est la différence avec les harkis. Mais à l'époque, les gens du FLN faisaient aussi la guerre, et ils étaient respectables. Comme dit Éric Zemmour, ça fait une polémique absolument ubuesque. Mais les soldats français respectaient leurs homologues du FLN. Ils ne respectaient pas ceux qui mettaient des bombes dans les terrasses des cafés. Genre, effectivement, il y a eu Allié la Pointe et Cisalé et quelques autres, mais il y avait du respect entre soldats. On peut donner la parole aux autres? Bien sûr. Voilà, je vous donnerai la parole, ne vous inquiétez pas. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole après ça? Charlotte Dornelas, je vous voyais là aussi mécontente. Un petit peu agacée, parce que je pense que précisément... Ça ne vous semble pas pourtant. Je pense que précisément, si aujourd'hui il y a un échec
de la réponse politique, quelle qu'elle soit, si on est dans cet état-là. Et c'est ce que dénonce Philippe de Villiers, mais aussi Zemmour, Rioufol, à chaque fois qu'ils font le constat. C'est justement de remonter aux causes de ce qu'ils font, c'est de dire, mais si le muezzin demain couvre le son des cloches, c'est pas les musulmans aujourd'hui qui vont débrancher nos cloches, c'est pas vrai. Donc s'ils ont pris cette place-là, et si demain, effectivement, la voix du muezzin peut couvrir nos cloches, c'est parce que nous, on sait plus qui on est. Et c'est pour ça que ça m'agace un petit peu de faire une saillie aussi comment on va dire, radicale sur Philippe de Villiers, c'est que je crois qu'aujourd'hui, taxer le Puy du Fou, qui est un parc qui clairement fait des centaines de milliers, j'ai pas les chiffres, hein, d'entrées. Voilà, millions d'entrées. Ça vous fait plaisir. Voilà. Non, mais c'est pas que ça me fait plaisir, c'est que c'est hyper important. C'est que tous les Français qui vont là-bas ont un enseignement de ce qu'ils sont et de l'histoire de France, ce que aucun homme politique depuis 30 ans n'a réussi à faire auprès des Français. Donc c'est pas une fête foraine, le Puy du Fou, c'est un acte qui est en fait, qui est métapolitique bien sûr, mais qui est éminemment politique sur le fond et que personne n'a réussi à faire. Alors effectivement, peut-être qu'il y a eu des alliances politiques à un moment ou à un autre que dans le champ politique, lui-même, on a du mal à comprendre parce qu'on est partisan de tel ou tel autre parti, mais si c'était pour sauver quelque chose qui fonctionne et qui, de fait, rend accessible cette France qu'on essaye par ailleurs de défendre, c'est absurde de le reprocher. Enfin, j'arrive pas à le comprendre. Alors, c'est très bien. Très bien. La réponse est faite. On va essayer de ne pas faire ni le procès ni la défense de Philippe de Villiers, qui se défend d'ailleurs très bien lui-même. Mais c'est vrai que je t'ai présenté son ouvrage plus sur le fond, c'est-à-dire la question c'est est-ce que la France est demain la fille aînée de l'islam? En fait, c'était un peu une réponse aussi à cette question-là, c'est que bien sûr qu'elle le sera s'il n'y a de la place que pour l'islam. Et c'est un peu la question du coup de la laïcité devenue laïcisme, c'est qu'il y a un vide, enfin la nature a horreur du vide et on le sait tous, et qu'aujourd'hui, les seuls qui assument ce qu'ils sont, et notamment sur le terrain spirituel, et ce sont les musulmans. Et la meilleure preuve est justement cette polémique qu'a déclenché Éric Zemmour, en disant, voilà, quand il dit, alors c'est pas, il n'a pas admiré le courage ou respecté le courage des terroristes qui vont se faire sauter en tuant 20 000 personnes. Il était en train de parler des jeunes qui partaient faire le djihad. Il a dit, je respecte ceux qui partent en étant prêts à mourir. Il n'a pas parlé de la cause, la cause qu'ils défendent. Il a parlé de cet élan spirituel. Et de fait, tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Oui. C'était quand même pour le moins maladroit. Avec un petit distinguo, c'est qu'il n'y a pas que les musulmans qui font ça. Moi, j'ai des amis de la droite nationale qui sont partis se battre au Liban, qui sont partis se battre au Nicaragua. C'est plus la même chose. C'était pour des questions de politique étrangère. Là, la donne a changé. C'est pas la même chose. Si je puis me permettre, si je puis me permettre, Nicolas, c'est pas la même chose. Justement, je pense. Et c'est pour rebondir aussi sur ce que disait Charlotte et aussi je pense que ce que disait Éric Zemmour, c'est que comparer aujourd'hui les gens qui vont en Syrie et ceux qui ont fait les brigades internationales ou ceux qui allaient au Liban, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense que il y a un manque, on en discutait beaucoup avec Charlotte la dernière fois, il y a un manque de sacré dans notre monde et en particulier dans le monde occidental. Monsieur le maire parlait, Monsieur Lemoine parlait tout à l'heure des causes et des effets. J'avais en tête la citation de Bossuet, que vous connaissez sans doute. Dieu se rit des hommes qui chérissent les causes dont ils déplorent les effets. Aujourd'hui, nous avons un monde qui promeut l'individualisme, qui promeut l'homme mesure de lui-même et, au fond, qui n'admet pas le sacré. Parce que dans un monde marchand, ce qui est sacré, justement, ne crée pas d'échange. Je vous donne un exemple. Il crée de l'échange, mais pas de l'argent. La famille, l'Église, tout ce qui est du ressort, je veux dire, de la transcendance, ça n'a pas d'utilité matérielle marchande. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais des causes, pour moi, j'en reviens encore là, notre modèle aujourd'hui matérialiste, qui est au fond très influencé par le libéralisme, a fait que aujourd'hui Dieu a été complètement chassé de notre sphère. Alors on pourrait remonter encore à toutes les origines. Moi je fais du droit et je sais que dans l'histoire du droit, les Lumières ont beaucoup contribué en fait à remplacer la raison. Avant le sommet du droit, c'était Dieu, c'était aussi le droit naturel. C'est devenu la raison. Pour revenir à ce que je disais, parce que là je m'éloigne un petit peu, je pense à mon droit. Vous devenez avocat. J'essaye. C'est que en fait aujourd'hui fondamentalement, ces gens qui vont se battre en Syrie, c'est pas pour une question de on veut élargir le grand califat, non, c'est parce que en fait on a une société qui ne propose pas d'idéal, on a une société qui a détruit le sacré, et justement ces gens-là, c'est terrible à dire, hein, mais ils voient une transcendance. Et donc, du coup, ils s'engouffrent dedans. Parce que nous n'arrivons pas à proposer de transcendance. Je veux juste dire quelque chose pour revenir sur le sujet sur l'islam, si je peux. Je pense qu'il y a deux problèmes.
il y a un problème interne et un problème externe. Parce que j'ai pas encore lu le livre de Philippe de Villiers, j'avais beaucoup entendu ses interventions lors du dernier livre qu'il avait sorti, où il parlait aussi beaucoup de l'islam. Je pense que sur l'islam, il y a deux problèmes, et je serai très court. Il y a un problème interne et il y a un problème externe. Le problème interne, tout le monde le connaît, et vous le connaissez encore mieux que nous. Ce sont concrètement vos prédécesseurs, les maires, qui ont laissé tout simplement s'installer dans la société, l'islamisme, et à tous les niveaux. Le problème externe qui m'intéresse beaucoup plus, c'est nos élites ont permis à l'islam de s'implanter durablement en France, à l'islamisme. Mais surtout, c'est qu'ils laissent des puissances étrangères, le Qatar, l'Arabie Saoudite et d'autres pays islamistes, financer directement ces mosquées wahhabites pour étendre leur influence. Et là-dessus, les politiques ne font rien. Or, si on arrive à résoudre, à tarir cette source de financement qui vient du Qatar et de l'Arabie Saoudite, ce qui suppose de contrôler les capitaux, ce qui suppose de ne pas être dans l'idéologie libérale. Alors, à ce moment-là, je termine, effectivement, on peut combattre sérieusement l'islamisme radical. Voilà. Charlotte, juste un mot, après, je passe à Roland, et après, tu vas conclure. Non, mais juste pour finir ma phrase que j'ai finie par la force des choses, c'est que sur cette question du respect, peut-être que le mot était maladroit parce qu'il est inaudible en fait. Je pense qu'il est plus inaudible que maladroit. Mais je pense que si on n'arrive pas, bien sûr qu'il y a des décisions macro, on va dire politiques, mais aujourd'hui ces musulmans ils sont là en France et si on ne comprend pas effectivement cet élan des djihadistes qui les poussent à partir en Syrie et qui demain les poussent à tuer au Bataclan ou ailleurs, on ne résoudra jamais le problème. Première chose et c'est pas première chose et deuxième chose, c'est juste pour conclure. J'avais entendu un jeune Français qui était parti justement se battre en Syrie, qui était interviewé, on lui avait dit mais pourquoi vous partez alors que ça n'est qu'une raison de mourir en fait, de partir en Syrie ou en Irak. Et il a dit, je sais que ça peut être une raison de mourir, mais avant c'est une raison de vivre. Ben, je pense que tout est là. Philippe Randa, alors là on est en train de vous voler votre temps. Donc Caroline et Philippe, essayez de bien cerner le sujet. Je vais déjà confirmer que je suis globalement d'accord avec tout ce qui est dit. Normalement, plus d'accord d'ailleurs avec Charlotte qu'avec Nicolas sur le fait que le Puy du Fou est une excellente réussite pour notre identité, pour notre histoire. C'est parfait. Mais au moins, je me rends compte d'une chose, c'est que tout le monde est d'accord que Philippe de Villiers est un formidable organisateur non pas de fêtes foraines, mais du Puy du Fou et tout ça. Moi, je reviendrai à son action politique, où il n'a strictement rien fait pendant 30 ans, sinon de proposer une action. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas fait. Il a très bien géré le conseil général de Vendée. Incontestablement, personne ne lui reproche ça. À côté de ça, il a voulu avoir une action politique nationale qui n'avait d'autre but que d'empêcher la progression du Front National. Ça, c'est une première chose. Ensuite, si je pouvais, il n'aime pas que je le contrarie. Après, il prend la parole. Et j'en ai pas. En plus, le temps est compté. Ensuite, moi, j'ai pas lu, comme malheureusement personne, parce que le livre vient de sortir, le livre de Philippe de Villiers, qui se plaint que l'islam pourrait remplacer la religion catholique. Mais comme l'a dit Charlotte, ce n'est pas effectivement les musulmans qui en sont responsables. Est-ce qu'il cite dans le livre, vous l'avez lu, Martial, Je l'ai lu qu'à moitié, car je l'ai reçu ce matin. Est-ce que dans la moitié que vous avez lu, est-ce qu'il cite le responsable, le premier de tous les catholiques, le pape, qui appelle maintenant à l'arrivée dès la 15e musulmans qui en accueille même au Vatican, parce que si le premier à vouloir changer les sonnes... Je vous réponds tout de suite, il répond dès la 15e page de mémoire, le pape mais il en parlait déjà dans son dernier livre d'accueillir les migrants, mais est-ce que nous ne serons pas en France, nous, nos propres migrants? Donc voilà, vous avez la réponse en page 15. Donc merci, j'ai la réponse sans avoir lu le pensum de Philippe de Villiers. C'est pas un pensum, c'est pas un pensum. D'ailleurs, je ne prends jamais aucun livre comme un pensum. Caroline. Hasard du calendrier, quand sort le livre de Philippe de Villiers, bien sort aussi celui de François Hollande, dans lequel il déclare que dans lequel il déclare que la future Marianne sera une femme voilée. De même. Le ministre de l'Asile, quand il déclare qu'il y a une centaine de Molenbeek en France, voilà, tout ça sont des propos assez lourds de sens. Même chose quand Manuel Valls déclare que le salafisme est en train de gagner la bataille idéologique et culturelle de l'islam de France. Propos très lourds de sens et très intéressants en effet, puisque on ne cesse de nous répéter que l'islam et l'islamisme n'ont rien à voir, mais justement là on apprend que l'islam de France est aux mains d'une minorité radicale. Voilà, ça ce sont des hommes politiques qui ont d'habitude d'être dans le déni et de minimiser les choses,
qui nous le disent, une équipe qui est au pouvoir. Moi, personnellement, à ma petite échelle de petite journaliste dans un petit journal, de petite habitante d'un petit village des Yvelines, moi, oui, j'ai vu l'islamisation de la France depuis 30 ans et spécialement depuis 5 ans. Parce que moi, je prends le train, parce que moi, je vais chez Auchan, parce que moi, quand je vais voir ma nièce qui habite dans le 92, eh bien maintenant, je passe devant 3 mosquées, dont une salafiste, par exemple. Quand mes enfants reviennent en classe, ils ont une fiche sur laquelle on leur demande s'ils feront ou non le ramadan cette année. Ils ont des petits camarades qui se font vomir dans l'assiette de leurs voisins quand ils mangent du porc. Voilà, ça, ce sont des choses très concrètes. Et vous verrez que quand vous aurez des enfants, Charlotte et Pierre, pas forcément ensemble, mais quand vous aurez des enfants... ça qu'on les a bien connus. Mais comme si on avait nié l'islamisation de la France, c'est pas le sujet. Juste 2 mots pour terminer. Moi, j'adorerais me balader dans des boutiques dans lesquelles je croiserais des gens avec des grosses croix ostentatoires. J'aimerais beaucoup faire mes courses au milieu de ces gens-là. Vous savez, les fameuses grosses croix ostentatoires. Ben, finalement, chaque fois que je fais les courses, je me retrouve avec des camis, des burqas, des voiles de toutes les tailles, devant des rayons halal de plus en plus envahissants et devant des boutiques de mode pudique. J'étais au parc Astérix, je terminerai juste là-dessus, puisque c'est la mode de parler des Gaulois. J'étais au parc Astérix il y a quelques mois avec mes enfants et j'ai pu remarquer que ce parc ne résistait pas tellement à l'envahisseur, en fait, et que le soir, je n'avais pas vu beaucoup de Gaulois. Je me suis retrouvée dans une attraction terrifiante à côté d'une femme en burqa et j'ai eu bien plus peur que du grand 8. J'ai eu peur que son tissu ne se coince dans les mécanismes et qu'on reste à 30 mètres de hauteur. Voilà, à cause de ça, c'est ce qui m'a le plus terrifié. Oui, le paysage change, puisque c'était ça votre question. C'est très politique. Oui, je n'ai pas de grillage devant les yeux et je ne vis pas à Boboland. Et oui, le paysage français change. Alors, Xavier Lemoine, je vous ai empêché de répondre parce que, bien évidemment, je voulais que vous ayez le point de vue de chacun. Combien d'églises à Montfermeil, combien de mosquées? Il y a 3 lieux de culte musulmans et il y a 4 églises, sans compter les temples évangéliques. Donc les cloches continuent de sonner à Montfermeil? Les cloches continuent de sonner. Enfin, sur cette question, il y a un double enjeu. Il y a un enjeu démographique, personne n'en parle. Mais le véritable enjeu, il est là, il est démographique. Et un deuxième enjeu, c'est le déracinement culturel et historique des Français. Après, je dirais, moi je reproche rien aux musulmans d'être musulmans. Je reproche seulement que sur la démographie et le déracinement, on soit champion du monde. Bon, premier point. Deuxièmement, dans les banlieues, ça fait 15 ans que je le dis, l'enjeu il est culturel. Culturel, expression profane d'un culte. Voilà, c'est pas Disneyland ou autre, culturel, profondément culturel. Tout le reste, toutes les autres actions que l'on peut avoir sur l'emploi, sur le renouvellement urbain, la sécurité, il faut le faire, mais la clé de voûte de tout, c'est l'enjeu culturel. Sauf qu'on s'est interdit d'en parler pendant des années. Et donc c'est toute notre politique en direction des populations accueillies, elles se sont soldées par un échec, puisque je dirais, on ne donnait pas l'ADN de notre société. Donc on a permis qu'ils s'organisent matériellement, mais en dehors finalement de l'ADN de notre société et de son corpus général. Donc échec magistral de la politique de la ville à cause de ça. Il fallait quand même faire ces actions, mais il manquait l'essentiel. Sur le pape, moi je l'écoute, il dit à chacun que chaque paroisse accueille une famille. Ouais, 36 000 paroisses, 36 000 familles. Après, on peut considérer les choses différemment. Mais voilà, donc c'est très proportionné ce qu'il dit. Il y a un effort à faire. Après, il y a peut-être un minimum de discernement, mais c'est pas un effort général, sans rien regarder, etc. Donc, faut regarder. Bon, et c'est très subtil et très habile de sa part pour ne pas être, je dirais, dans un choc et une confrontation brutale. Eh ben oui, ça sert. Et si la Providence a suggéré à un moment que les jésuites émergent dans le panorama général, c'est qu'il en avait besoin, que la Providence en avait besoin. Sur Philippe de Villiers. Je me souviens de quelques voyages que je faisais avec Pierre Bernard, l'ancien maire de Montfermeil, en Vendée, pour être débriefé par Philippe de Villiers sur les réalités que nous vivions à Montfermeil. Et je vous parle de ça, c'était il y a 15-20 ans. Et quand Philippe de Villiers a sorti son livre « Les mosquées de Roissy », tout le monde a rigolé. Absolument. Mais aujourd'hui, vous lisez dans tous les journaux, y compris tous les journaux, tous, qu'à Air France et à Roissy, il y a quelques petits soucis. Les mosquées de Roissy. Donc la seule chose que je voudrais pas, c'est qu'il a une seconde fois raison avec son bouquin. C'est tout. Voilà. Et puis... Et Philippe de Villiers, pour finir sur lui, moi j'ai commencé avec lui à combat pour les valeurs. Et j'ai toujours dit de Philippe de Villiers, c'est pas lui le Messie, mais il est Saint Jean-Baptiste et il annonce. Et quand il se positionne sur la métapolitique et qu'il fait réfléchir les Français sur les vrais sujets de fond, eh bien je dirais, là il est dans son rôle et j'espère qu'il va continuer à faire maturer les Français. Et puis je vais vous dire, son plus grand, son directeur marketing du Puy du Fou, c'est notre ministre actuel de l'Éducation nationale. Plus ils vont supprimer les programmes d'histoire
dans nos écoles, et plus les Français, fort heureusement, vont se ruer au Puy du Fou pour se ressourcer à l'histoire de France. Donc j'irai continuer comme ça à supprimer l'histoire dans nos programmes, et vous allez faire le succès du Puy du Fou. Heureusement qu'il est là pour réparer la casse, je dirais, colossale et considérable que l'éducation nationale a commis ces 20-25 dernières années. Enfin, je suis consterné, moi, en tant que maire, et j'ai repris toutes mes politiques éducatives de la crèche jusqu'à la mission locale, donc de 0 à 25 ans, pour essayer de trouver un continuum éducatif pour tous ces jeunes que l'on a en contact. Autrement, je dirais, c'est perdu. Et enfin, c'est perdu. Je dis pas que c'est trop tard, autrement je ferai autre chose. Mais très honnêtement, le gouffre que l'on a rattrapé vis-à-vis de ce déracinement de l'ensemble de nos gamins, et qui, je dirais, alimente la barbarie, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Voilà, donc voilà, nous répondrons à Philippe de Villiers. Je me ferai votre porte-parole à tous et à toutes, puisque nous accueillerons, je crois, le 19 octobre prochain sur TV Liberté, Philippe de Villiers. La femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain, dit François Hollande. En attendant, je suis dans le compromis, indique Marianne, mi-burqa, mi-naturiste. Non, mais juste sur cette question, si je peux me permettre, dans son livre, il développe un petit peu cette phrase et il explique que la femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain, alors lui il parle de République évidemment, mais ça n'étonne personne, si la République réussit à intégrer cette femme-là, et qu'une fois libérée de son voile, elle aura embrassé la République, et que donc elle deviendra Marianne. Donc il ne dit pas que la Marianne de demain sera voilée, il est quand même pas idiot à ce point-là. Voilà. Non, c'est évidemment que si vous avez été le défenseur de François Hollande, grand bien vous fasse. Allez, la France islamophobe, tous les matins, je bouffe du croissant. Ça, c'est la première phrase. Si la France s'islamisait, alors ça, c'est vous et moi, super. Bistrot Liberté ne prendrait plus que du thé à la menthe si la France s'islamisait. Et je rajoute, scandaleux, super. À Montfermeil, c'est fou ce que j'ai croisé comme musulman, ça c'est pour vous. Voilà, et puis on s'arrête là. Et on va se retrouver sur un autre sujet qui va vous concerner aussi. Est-ce que nos banlieues, c'est le Far West dans nos banlieues? On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de Bistrot Liberté en compagnie du maire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis, Xavier Lemoine, et nous allons parler d'un thème qui forcément va vous interpeller, selon les termes à la mode, le Far West dans nos banlieues. Les attaques islamistes ont détourné quelquefois l'attention sur le phénomène de la délinquance quotidienne vécue dans ce qu'on appelle les zones de non-droit, les territoires perdus de la République, les banlieues, peu importe le terme. La tentative de meurtre des policiers en région parisienne, il y a quelques jours, vient nous rappeler que malgré des milliards d'euros déboursés, la violence du Far West s'installe dans toutes les villes françaises. Et quand vous êtes arrivé, mais je vais juste dire cela, la première chose que vous avez fait, c'est que vous avez pris votre téléphone en disant « j'ai un problème de sécurité, j'ai un problème de sécurité ». Ça passe avant, bien évidemment, l'émission. Donc à Montfermeil aussi. Bien sûr, mais comment on le traite, ce problème ? Je vous pose la question, parce que là, c'est pas moi qui vais vous répondre. Est-ce qu'on alerte au risque des désagréables toutes les autorités nécessaires? Est-ce qu'on s'expose soi-même pour montrer que le terrain, il appartient à la République et pas à ceux qui voudraient nous en détourner? Donc je ne nie pas la difficulté, mais je revendique d'avoir pris un certain nombre de moyens pour tenir une situation de manière, pour l'instant, gérable. Alors, premier point, sur la question de la sécurité. Il est illusoire de pouvoir faire revenir de la sécurité si on n'a pas redonné à travers l'habitat et la qualité de l'espace public, redonné dignité et fierté. Pendant 20 ans sur Montfermeil, avant qu'on démolisse sur les 1500 logements des Bosquets, 1000 logements et qu'on en reconstruise 1000, on a fait 20 ans de politique de la ville, 20 ans qui n'ont servi en gros à rien, donc on n'a pas redonné dignité et fierté. Première des choses. Deuxième chose, lorsque les institutions ont retrouvé suffisamment de crédit auprès de la population et que la population rebascule du côté des institutions, et bien à ce moment-là, la population, elle vous donne le renseignement dont la police et la justice ont besoin pour traiter derrière la sécurité. Tant que les délinquants sont comme des poissons dans l'eau dans la population, on est perdant. Lorsque la population bascule de votre côté, on devient gagnant. Deuxième chose, c'est la sécurité. Troisième chose qu'il faut faire immédiatement, et ce qu'avait bien perçu Borloo après avoir fait l'Agence nationale de renouvellement urbain, il avait créé les projets de réussite éducative en dehors de l'éducation nationale, confiés à l'État et aux maires. Enfin, les fonds étaient d'État et l'application était faite par les maires sur la réussite éducative et sur l'éducation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai repris toutes mes politiques éducatives, j'ai favorisé l'arrivée du cours Alexandre Dumas de la Fondation Espérance Banlieue qui fait un travail de fond remarquable
Je détaillerai éventuellement si ça vous intéresse, mais c'est ça qu'il faut multiplier à l'échelle des banlieues. Et avec ça, on arrive à reconquérir un territoire. Alors on se rappelle des émeutes de Montfermeil. Est-ce que c'est du passé? Mais c'est fini ça. Est-ce qu'il y aura pas de nouvelles émeutes à Montfermeil? Alors, attendez. Vu la situation dans laquelle on est, vu tout l'arrière-plan avec le terrorisme, l'islamisme, Syrie et compagnie, on peut être sur un mélange des genres extrêmement rapide et qui peut totalement nous échapper. Donc je reste très prudent sur la question, mais je vois, moi, sur la résidence des Bosquets, le turnover, il est de 0%. Donc les gens, ils sont bien. Premier point. Deuxième point, les principaux de collège me disent, monsieur le maire, avant les jeunes, ils étaient sur le qui-vive constamment. Incapacité pour eux de se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, ils ont retrouvé une sérénité et peuvent se projeter dans l'avenir. Et je vois les résultats au brevet sur les 2 collèges de la ville qui augmentent. Sur la question de la sécurité, on tient les choses, mais en temps, il faut être extrêmement ferme parce que je dirais ils sont malins. Enfin, je dirais c'est pas acquis, c'est à consolider tous les jours et à être le plus anticipateur possible. Voilà. Et moyennant quoi, on arrive à retrouver des quartiers où les gens ont plaisir à habiter, où il y a une vraie mixité qui se fait, et pour peu que vous organisiez des choses intelligemment, par exemple avec il y a des services obligés, par exemple, je sais pas, une maison médicale ou un laboratoire d'analyse médicale. Bon, il y en a un sur la ville, donc tout le monde est obligé d'y aller. Bah, si vous le placez au bon endroit pour, je dirais, favoriser des flux différents des différents quartiers, vous refaites de la mixité, vous refaites du brassage, vous banalisez les affaires et ça vit. Mais ça demande effectivement énormément de temps. Et puis j'ai 3 priorités, et 3 même dans ma politique de la ville. D'abord, je veux que tout le monde à Montfermeil parle le français. Voilà, c'est bête. Voilà. Donc à chaque fois que dans un service municipal, une personne ne parle pas français, elle est gentiment invitée à aller se former et on a toute la gamme qu'il faut. Et c'est facile, c'est pendant les heures d'école, c'est pas pendant les vacances scolaires, c'est ceci, c'est cela, pour que tout le monde puisse y aller. Vous avez des cours d'alphabétisation vous-même? Non, c'est mon épouse qui depuis 15 ans, effectivement. Et derrière ces cours de français, c'est pas uniquement le b.a.-ba. C'est les us, coutumes, etc. On fait du théâtre, on fait des cours d'histoire de l'art, et quand on va visiter, je dirais, le Louvre ou Notre-Dame de Paris, eh bien, ces personnes savent lire une statuaire, savent lire un tableau, etc. Et première priorité. Deuxième priorité, la parentalité. Des systèmes éducatifs qui ont toute leur pertinence dans le pays d'origine, transposés en l'état dans notre pays, donnent des catastrophes de parfaite bonne foi. Il faut expliquer que, je dirais, la prise en charge, oui, bon, voilà, parentalité. Et troisième chose, la culture, je l'ai dit tout à l'heure, de la maternelle jusqu'au senior, des sorties culturelles de qualité, préparées, pour vraiment enraciner ces personnes dans la compréhension des ressorts profonds de notre société et de notre culture. Je ne leur demande pas d'abandonner la leur, je demande seulement, moi je suis fier de notre culture, donc je veux leur faire connaître. Derrière, généralement, ils l'aiment, et quand on aime, on respecte. Voilà. Le moine président. Le moine président, Chapeau. Nicolas Gardère. Chapeau. Voilà. Nicolas, je ne vous ai pas amené le maire de Sevran, je vous ai amené le maire de Montfermeil. Et là, qu'est-ce que vous trouvez à redire à tout cela? Oh non, mais pas grand-chose, mais je suis sûr que... Non mais, ça va venir, je suis sûr. Non, mais, une chose, vous l'avez suffisamment dit avec De Villiers. La politique locale, être un maire, et la politique nationale, être par exemple un député, c'est 2 choses complètement différentes. C'est-à-dire, quand on est dans le ressort de l'idéologie, comme doit l'être un parlementaire. Un parlementaire est le représentant de la nation tout entière, pas de sa circonscription. Des fois, c'est mal compris par certains parlementaires. Mais il est représentant de la nation. Donc on est sur des idées, on est sur l'idéologie, on s'oppose, etc. Est-ce que c'est réussi? Peu importe. Là, on parle d'abord un élu local. Quelles que soient les idées à l'échelle nationale, quelle soit l'idéologie qu'il a, au fond, il est obligé de gérer des problématiques concrètes, de terrain. Et c'est des choses. Je suis sûr qu'il y a des maires, de droite qui conduisent des politiques particulièrement efficaces, comme il y a des maires de gauche qui conduisent localement des politiques particulièrement efficaces. Ne me prenez pas pour un idéologue borné qui considère que tout ce qui est de droite en termes de gestion locale, et encore, est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est de gauche, c'est pas le sujet tellement. La gestion locale, c'est du quotidien. Vous savez, j'ai été l'avocat de plusieurs mairies, je suis encore aujourd'hui l'avocat de la ville du Blanc-Ménil, qui est aussi une commune du 93, vous connaissez Thierry Maignan, évidemment. Voilà, donc si vous voulez, c'est une commune de droite, je suis leur avocat, il y a pas de problème. Je suis pas dans ces considérations-là, malgré la caricature que vous voulez dépeindre de moi. Ce que je veux juste dire, c'est que comme l'a dit Monsieur le maire, comme l'a dit Xavier Lemoine, il y a des problématiques urbanistiques qui sont absolument fondamentales, des problématiques de densité, de revenir sur cette densité, des problématiques d'accession à la propriété, des trucs un peu tricky, comme il l'a évoqué, le fait de placer à tel endroit tel service public plutôt qu'à tel autre. Ça, c'est de l'urbanisme fin, subtil. Le fait aussi
autre chose tricky, par exemple mettre des gardiens d'immeubles, on va retenir le terme, rusé. Parce que mettre des gardiens d'immeubles. On parle en français. Par exemple, un truc très concret. Là, je suis, si vous voulez, pour rendre service, parce que je suis dans l'équipe de campagne d'une candidate sans étiquette aux législatives à Nanterre. Et donc on est sur du lourd, on est sur du ghetto. Non mais on est sur du. Non, je suis pas seul. Je vous rassure, je ne suis ni son directeur de campagne ni seul dans l'équipe. En tout cas, on est sur du Nantérien pur jus, du Nantérien de ghetto, du Nantérien de cité qui connaît parfaitement sa cité. Et il y a plein d'idées qui émergent ici et là, des problématiques de par exemple mettre des darons et des daronnes avec des enfants, plein d'enfants qui viennent de la cité, comme gardiens et concierges. Non mais mettre des parents qui ont plein de gosses dans la cité pour être gardiens, concierges, etc. Ce genre de trucs qui font que les autres, les lascars, ils vont pas fumer du bédo pendant que la daronne elle lave. Les parents. Fumer du cannabis pendant que la daronne, la maman nettoie les parties communes, etc. Plein de trucs comme ça, à la fois du macro, à la fois du micro, très précis, très subtil, très fin. C'est important. J'aimerais juste sur cette question rappeler, pour relativiser un peu, et pour conclure, Eugène Sue. Un auteur qui est peut-être le plus gros best-seller du 19e siècle, Les Mystères de Paris, aujourd'hui totalement oublié. Non. Les Mystères de Paris, il n'y a pas beaucoup de musulmans, il n'y a pas beaucoup d'immigrés dans Les Mystères de Paris. Juste vous rappeler qu'il y a eu cette parenthèse enchantée des 30 Glorieuses. Alors on dit c'est jamais social, c'est toujours que culturel. J'aimerais quand même rappeler que pendant cette période, cette parenthèse enchantée des 30 Glorieuses, donc après-guerre, jusqu'au choc pétrolier, on avait effectivement peut-être une situation que vous avez connue, en tout cas votre enfance, les années 50, une situation qui était peut-être sur le plan de la sécurité, ça vous évitera de reprocher la Seconde Guerre mondiale. C'est déjà ça. C'est déjà juste, ça non mais je dis pas qu'il n'y a pas eu une parenthèse enchantée sur le plan de la sécurité, mais c'était parce que c'était une période d'ascension avec des perspectives pour tous. Juste dire que les classes dangereuses, c'est pas une histoire de musulmans. Tout le 19e siècle est rempli de la critique et de la crainte de la bourgeoisie à l'encontre du prolétariat. La banlieue et certains quartiers de Paris étaient malfamés, c'était des coups de gorge. Et ça, c'est pas une histoire de musulmans. Ça n'est pas une histoire de musulmans. Juste un dernier point important. Moi, mon rêve, en un mot, et là, je vais plus être très libéral. Mon rêve, depuis longtemps, je porte cette idée d'un service civique obligatoire. À 18 piges, par 2 ans obligatoires, comme en Israël, sauf que là c'est civil. Moi, mon fantasme, vous savez ce que c'est? Il n'y a pas mieux comme exemple? C'est qui est? Non, écoutez. Moi, mon fantasme, c'est qu'en plus il soit à l'échelle européenne, et qu'on ait le petit lascar de Montfermeil issu de l'immigration musulmane, le petit plouc français, le petit blanc de Lozère, le petit juif de la place Victor Hugo, que tous les trois ils soient balancés à Rovaniemi au nord de la Finlande et qu'ils fassent le service civique là-bas, et 2 ans, et voilà, et c'est très bien, on les délocalise, on brise ces logiques de développement, de cité, de blanc. Il nous reste 5 minutes pour encore 4 sociétaires. Et pour conclure, donc moi je veux bien ce que vous voulez, mais à cette vitesse-là, on ne pourra pas y arriver. Mais c'est lui qui cause tout le temps. Qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Le retour aussi. Béatrice Bourges, le retour. Alors, non, moi je voudrais simplement dire que, en fait, ce que vous disiez, Nicolas, ça n'a rien à voir avec les autrefois, quand il y avait Paris, il y avait des coups de gorge, etc. Ça n'a absolument rien à voir. On n'est plus du tout dans le même état d'esprit, et en particulier, puisque c'était sur la sécurité et les policiers qu'on était interrogés, il y a eu plus 14% de policiers qui ont été blessés depuis le début de l'année 2016. 500 par mois. C'est absolument colossal. 20 par jour. Avant, les policiers, aujourd'hui, ils sont égorgés. C'est-à-dire qu'avant, les policiers faisaient fuir, ils faisaient peur. Aujourd'hui, non seulement ils ne font pas peur, mais on va les chercher, c'est-à-dire qu'on va les chercher chez eux pour les égorger, on va les chercher dans leur voiture pour les brûler vifs, donc ça n'a absolument plus rien à voir. Moi, quand j'entends Cazeneuve qui parle de sauvageons, alors là, moi, il reprend d'ailleurs un terme, il n'est pas original, puisqu'en fait c'était Chevènement qui avait employé ce terme. Ce petit terme un peu, non mais ce petit terme un peu affectueux. Ouais. Hein, alors qu'est-ce qu'on va faire de ces sauvageons? Chevènement parlait de voyous, en fait, pas de meurtriers. Mais c'est même pas c'est des assassins. Il faut employer les choses par leur nom. C'est pas des sauvageons, c'est des assassins. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ces assassins? Alors moi, ça m'a amené en fait à réfléchir à l'éducation nationale et à ces fameuses valeurs républicaines. Donc peut-être qu'un jour on parlera aussi de la République et des valeurs républicaines, mais moi j'en ai, permettez-moi de vous dire ce terme un peu familier, mais j'en ai soupé de la République et des valeurs républicaines. Je trouve ça absolument insupportable.
Et en particulier, ces valeurs républicaines qu'on enseigne à l'éducation nationale. Alors, on revient à la théorie du genre, à Najat Vallaud-Belkacem, etc. Et ça pourrait faire une émission entière, mais je pense qu'un jour, il faudra quand même se plancher sur ce sujet. Ensuite, ça m'a amené aussi à penser à toutes ces familles explosées. Et là, on en revient aussi à un peu cette idée d'ailleurs d'avoir des familles qui veillent les unes sur les autres, etc. Mais là, on est pareil dans ces fameuses valeurs républicaines qui sont tellement des valeurs républicaines du vivre ensemble que toutes les familles, ben, on ne sait plus qui est qui. Et là, on en revient toujours aussi à toutes ces lois mortifères pour la société. Et enfin, je voudrais quand même en revenir. Alors, ça va évidemment pas faire plaisir à Nicolas, mais c'est pas grave. Non, mais parce que je voudrais dire quand même, que dans certaines, non, mais que dans toutes ces familles avec l'islam n'est quand même pas une religion de paix et d'amour. Donc, on en revient quand même à ça. Voilà. Vous aurez la parole, Nicolas, ne vous inquiétez pas. Moi, je gère les Nicolas, si vous voulez. Merci, monsieur le maire. Et à travers vous, je voudrais remercier tous les maires de France, parce que c'est vraiment l'échelon où on peut encore agir, c'est certain. Donc, prenons d'assaut les mairies au sens, je dirais, pour une fois, démocratique. Et dans ma bouche, c'est quelque chose. Démocratique, mais au niveau de la mairie, j'y crois beaucoup. Hein. C'est effectivement, allez-y. Ceux qui veulent agir, allez vous présenter dans les conseils municipaux et prenez les mairies. Donc, merci, monsieur le maire, et vous prouvez bien par votre action que c'est à ce niveau-là qu'on peut agir. Par ailleurs, tout à l'heure, on a parlé d'islam, l'islam et l'immigration, islam et immigration. J'ai une amie récemment qui m'a dit qu'elle avait entendu sur les grandes ondes, d'ailleurs aujourd'hui, que dans les livres d'histoire, les grandes ondes, hein, on ne parlait plus maintenant d'invasion barbare, mais de flux migratoires. On a retiré, donc dans cet épisode des invasions barbares... Parce que les flux migratoires sont devenus des invasions barbares. Exactement. Aussi. Je ne vous le fais pas dire. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc nous sommes bien, grâce au système qui se mord la queue, c'est là que c'est intéressant, face à des invasions barbares. Mais... maintenant, qui provoque ces invasions barbares? Voilà la bonne question. Parce que qui dirige notre pays? Je pense que nous sommes dirigés par les Huns eux-mêmes. Donc, les Huns nous dirigeant, il est logique que nous soyons envahis par les barbares volontairement. Et je dirais que l'islam a ce gros défaut qu'il fabrique des âmes fragiles. Et que, je rappelle les propos, par exemple, de notre ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, qui disait que Al-Nosra faisait du bon boulot. Donc il y a bien, et là je dirais à nos frères musulmans, faites attention, vous êtes en train de vous faire utiliser. Et donc par qui? Par qui? Parce que, comme vous le dites très bien, Béatrice Bourges, il est quand même étrange que historiquement, et vous parliez des 30 Glorieuses, que l'immigration, que la baisse des fréquentations de nos églises et que l'avortement soit concomitant quasiment. Depuis 40 ans, on a tué 8 millions d'enfants dans le ventre de leur mère, et par ailleurs, on est envahi. Donc un pays, comme le disait Saint Jean-Paul II, un peuple qui tue ses enfants n'a pas d'avenir, et c'est ça la base du problème. Caroline Parmentier, Nicolas Gauthier. Ah, c'est toujours... Nicolas Gauthier ou Caroline, je voudrais avoir pour rebondir sur ce qu'a dit Béatrice, je voudrais avoir une pensée effectivement pour Vincent, 28 ans, l'adjoint de sécurité qui a été brûlé dans sa voiture, tandis que ses assaillants bloquaient les portières pour l'empêcher de sortir. Voilà, il était gardien, il voulait passer son concours de gardien de la paix. Ses collègues disent de lui qu'il était fier de porter l'uniforme de la police. Actuellement, il est défiguré et il n'a plus de main. Voilà, ça c'est aussi quelque chose de très concret et je voudrais qu'on ait une pensée pour lui spécialement ce soir. Voilà. Pour revenir à votre sujet dans ce quartier de la Grande Borne précisément, eh bien l'islamisme, mais également la délinquance se mêlent et s'entremêlent et s'alimentent entre eux, comme ce sont deux problèmes, deux terrains qui se croisent et s'alimentent. Dans ce quartier qui est un des plus dangereux de France, eh bien c'est le quartier d'enfance aussi d'Amédi Koulibaly, le tueur de l'hypercacher par exemple. Donc voilà, je pense qu'il était important de rappeler que nos hommes politiques, d'ailleurs Manuel Valls l'a dit aussi, on a cru qu'il parodiait le Père Noël est une ordure d'ailleurs. Il n'y a pas de zone de non-droit, il n'y a que des territoires difficiles. Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. Voilà. Donc voilà le...
Voilà à peu près le niveau. Voilà à peu près le niveau. Si vraiment il n'y avait pas de zone de non-droit, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi Manuel Valls n'a pas envoyé les forces de l'ordre armées plutôt que de les mettre en garde statique devant une caméra? Pourquoi ne les a-t-il pas envoyés aller rechercher d'abord les assassins des policiers, mais précédemment ceux qui détroussent les gens à la portière, qui les dépouillent et qui partent avec leur butin à ce fameux carrefour appelé le carrefour diligence et qui partent avec leur butin dans la cité. D'après le maire, Villain, il n'y a eu aucune interpellation dans cette cité. Voilà. À part ça, c'est pas une zone de non-droit. Aucune interpellation. Nicolas Gauthier. Vous avez vu la capacité de faire court, je dynamique. Merci Martien. Allez. Contrairement à d'autres, moi je sais faire court. Donc pour répondre pour répondre à Béatrice Bourges, qui m'a gentiment prise à partie, mais c'est pas grave parce qu'on s'aime bien par ailleurs, dans l'histoire de savoir si l'islam est religion d'amour et de paix, ou une religion d'amour et de paix, le christianisme, l'islam c'est plutôt la charité et le pardon. On est quand même dans des valeurs assez communes. Non mais ce qui est plus inquiétant... Islam ça veut dire soumission quand même. Islam ça veut dire soumission. Oui mais enfin, quand on est catholique, on est aussi soumis à Dieu. C'est pas pareil. Mais plus important que ça... Charlotte, il est dans la cour. Non mais l'abbé, on va appeler l'abbé. Vous avez réussi à recevoir des tomates, là, je pense. Oui, mais c'est pas grave. Elles sont petites. L'abbé derrière vous, c'est celui qui est le plus calme. Extérieurement. J'ai le cuir épais, les épaules larges, et si vous voulez que je fasse court, il faut arrêter de m'interrompre. Et moi, je soutiens Gauthier. Oui, mais ça merci Gardner. Comme le pendu, on parle beaucoup d'islamisation, effectivement, de la France, qui est une réalité. Mais plus important que ça, on parle du Far West dans les banlieues. Quelle est la vraie déculturation, la vraie colonisation des esprits? C'est l'américanisation des esprits. Regardez les clips de Daesh. Mais bien sûr. C'est pas du Coran, c'est du Rambo. Exact. C'est Hollywood. Je vous parle et les séries télé ultra ultra-violentes, de plus en plus quasiment pornographiques. Il faut voir House of Cards, grande série télé sur la politique, mais c'est absolument monstrueux. Et ça colonise. Ils sont une colonisation utilisés, douce. absolument. On la voit, moi, le Tchador, ça se voit. Le grand barbu, même comme Gardner, ça se voit dans la rue aussi. Mais la colonisation des cerveaux, des esprits par la télévision, par les réseaux sociaux, c'est autrement plus grave, donc plus grave que c'est quasiment indolore. C'est une maladie qui progresse doucement. Mais la France est fille aînée de l'Église et pas de l'islam, parce que ça, c'est un blasphème. Non. J'insiste. Je n'ai pas dit ça. Non, mais moi je le dis, parce que j'avais oublié de le dire. De filles cadettes. Mais ça fait historien et pas de politicien. On revient au sujet là, parce que quand nos sociétaires sont pas là, c'est vrai, ils reviennent sur le sujet. Hein. Et ceux qui ne sont pas venus il y a 15 jours reviennent sur le sujet d'il y a 15 jours. Et pendant la pause cigarette, c'est pire encore. Voilà, donc on va faire une pause assez rapidement, je vous promets. Allez, vous avez dit votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Votre dernier mot aussi, monsieur le maire? Non, je n'ai pas de dernier mot à dire. Est-ce que vous êtes confiant? Parce que là, on est en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous êtes confiant? Non. À vue humaine, non. Les rapports, les bascules démographiques et les bascules culturelles auxquelles nous assistons sont sans précédent dans notre histoire. Je pense que le réveil va être extrêmement brutal et que les yeux commencent à se dessiller. Voilà. Après, après, j'ai confiance en la France. Je sais qu'elle a connu des moments épouvantables et que souvent, avec un petit coup de doigt de la Providence, mais sans exclure l'engagement des hommes, il y a eu des renversements de situation. Donc je dirais, ça nourrit mon espérance personnelle. Enfin, après ce qu'on a subi, alors c'est pas le lieu, je dirais, et ce qu'a subi mon épouse, ce qu'ont subi les enfants, dans mon engagement de mère, il y avait 10 fois raison de partir. Et donc c'est vraiment, moi ce qui me guide, c'est la lettre de Charles de Foucault. Voilà, moi j'ai une lettre, c'est la lettre de Charles de Foucault, la réponse à René Bazin, qui lui posait la question, les musulmans peuvent-ils être français? Et il met 3 pages à répondre. Et moi cette lettre, je la connais presque par cœur, elle m'habite, c'est celle que j'essaye de vivre au quotidien, et c'est ce qui me fait tenir et garder l'espérance. Même si, à vue humaine, je me dis, je ne sais pas comment on va faire. Voilà. Allez, on passe au... Un mot pour répondre. Un mot, une phrase. J'aimerais juste rétablir une vérité historique suite aux 8 millions d'enfants tués par l'avortement. J'aimerais juste rappeler qu'avant la loi Veil, non seulement il y avait au moins autant d'enfants chaque année
qui étaient avortés, et en plus des mères en sortaient handicapées, stériles et parfois mouraient. J'aimerais juste le rappeler, voilà, c'est tout. C'est tout. Mais c'est vrai, c'est peut-être une tarte à la crème, mais c'est la vérité. Nicolas, c'est la vérité. C'est un sujet, c'est un sujet qui vous taraude, et je dois dire aux téléspectateurs que c'est la question que les sociétaires me posent le plus en me disant mais il faudrait qu'on parle de ce sujet de l'avortement, et honnêtement, je le ferai le jour où j'aurai l'assurance de pouvoir continuer l'émission sans que tout le monde se tape. Tous les policiers victimes de sauvageons qui n'auront pas répliqué seront décorés ipso facto. En plus, c'est vrai. C'est vrai. Les victimes de sauvageons seront décorés, ceux qui leur répliquent seront sévèrement condamnés. C'est ce qui est arrivé à Kevin Philippi. Viry-Châtillon, l'État réplique, petit sauvageon, et là on voit Valls, on voit Cazeneuve et Hollande, le cocktail mollasson. Et puis débordement de déséquilibrés et de sauvageons. Manuel Valls dit, s'il continue, je serai aussi intransigeant qu'avec les manifestations anti-mariage gay. C'est dire qu'on va enfin les arrêter. Merci, on se retrouve dans quelques instants et on va parler du journal La Croix. Et nous revoilà sur le plateau de Bistro Liberté en compagnie du maire de Montfermeil, Xavier Lemoine. Le quotidien La Croix rééduque les cathos. Le quotidien La Croix, c'est la propriété du groupe Bayard. C'est un groupe important. Par exemple, si vos enfants lisent Babar, c'est le groupe Bayard. Si ils regardent prier en l'église le dimanche dans leur église, c'est toujours le groupe Bayard. Et le quotidien La Croix est le porte-avions, le vaisseau amiral de ce groupe qui a pris la décision donc de diffuser à 74 000 de ses abonnés, ceux de La Croix, pas ceux de Babar quand même, un opuscule coûteux de 100 pages édité par la revue Projet. Vous ne la connaissez pas, moi non plus, mais c'est la revue, une revue jésuite, une des revues jésuites. Le quotidien de presse veut officiellement comprendre pourquoi un quart des catholiques pratiquants votent pour le Front National. Il veut susciter le débat et la réflexion dans son lectorat. Cela a suscité une très vive réaction du Front National et de vous. Xavier Lemoine, est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose de faire comme cela ou pas? Vous êtes un peu catho, si j'ai bien compris. J'essaye de l'être. D'abord, le vote du Front National a été parfaitement résumé par Fabius. Il pose de bonnes questions, il apporte de mauvaises solutions. Partons de ce constat-là. Donc s'il pose de bonnes questions... Non, mais partons de ce postulat-là. Il pose de bonnes questions, quelle solution apportez-vous? Quelle solution apportez-vous? Donc aller faire la morale à quelqu'un qui exprime un désarroi, une souffrance, éventuellement une conviction, et de lui faire la morale, je dis, c'est stérile. Et c'est ce que les uns et les autres on s'est employé vis-à-vis de l'électorat du Front National en vain. Et puis, on a été incapable d'être crédible. Je rappelais tout à l'heure la petite discussion qu'on a eue. Lorsque je me présente sur la ville de Montfermeil, bon, j'ai pas de liste du Front National, il pourrait en faire une. Lorsque je me présente, il fait à peu près autour de 20%, et lorsque je suis absent de l'élection, il fait 35%. Bon, je n'en conclus rien. Je dis seulement à un moment donné, quand on a une crédibilité dans un ensemble de solutions ou de politiques locales, eh ben voilà, les choses se contiennent et ça passe. Mais faire la morale aujourd'hui, ou alors s'il faut rééduquer, on rééduque tout le monde. Et je pense que tous ceux qui se sont, et je me mets dedans, tous ceux qui se sont succédés au pouvoir ces 30 dernières années portent une responsabilité colossale sur l'état du pays. Donc aller ensuite faire la morale à ceux qui disent « Aïe, ça fait mal, on souffre, on en a marre, on peut plus, vous êtes fous, etc. » c'est contre-productif et ça manque de charité. Nicolas Garbert. Je veux bien m'exprimer. Vous qui êtes un lecteur de La Croix. Alors, écoutez, rarement, mais à ma fac, Paris 5, on avait gratuitement à l'entrée de la fac à la fois Le Figaro et La Croix. C'est un petit peu orienté, c'est une fac de droit, vous savez ce que sont les facs de droit, parlementaires peut-être. Pour info pour nos téléspectateurs, on lit beaucoup plus La Croix qu'on lit Libération et d'autres journaux. Hein. Beaucoup plus, je ne suis pas persuadé, mais 5 fois. Peut-être. Ah oui, 100 000 exemplaires. En tout cas, je lis relativement peu La Croix, je ne vous le cache pas. Vous écrivez dans Libé, c'est pour ça que je vous le dis. Je pourrais écrire dans La Croix, dans La Croix, ça ne me pose pas de problème du moment que je suis libre de ce que j'écris. Simplement. Du moment que je suis payé, c'est ce que j'ai cru comprendre. On n'est jamais payé. Si vous voulez, écoutez, non mais
Rétablissons cette vérité. On peut écrire dans la croix Rétablissons cette vérité. Quand on publie occasionnellement une tribune dans tel ou tel journal, j'ai publié dans le Figaro aussi, on n'est jamais rémunéré. Bien sûr, c'était une boutade, et je le confirme. Simplement, j'entendais parfaitement ce que disait Xavier Lemoine sur il n'y a pas matière à faire la morale. Évidemment, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'opposer un projet politique, d'opposer un futur, d'opposer des idées au Front National et pas de leur faire la morale. Pour le reste, vous savez, moi, par rapport au catholicisme, j'aime autant l'homme Jésus que je déteste l'Église catholique. C'est toujours été ma position, je vous le cache pas. L'homme Jésus est un personnage, un moment de l'histoire, de la pensée qui me touche profondément. Pour le reste, je crois qu'il n'y a pas de vote plus antichrétien que le vote frontiste. Je ne vois pas ce qu'il y a aujourd'hui de catholique dans le vote Front National. Je ne vois pas ce qu'il y a de catholique au Front National. On peut voter, non mais c'est vrai, on peut voter pour le Front National parce qu'on est nationaliste, éventuellement parce qu'on est xénophobe, éventuellement parce qu'on est raciste, mais certainement pas voter pour le Front National parce qu'on est catholique. Je pense que ça n'a aucun lien. Et j'en prends d'ailleurs pour argument que tous ceux qui incarnaient la ligne catho au sein du Front National sont partis. Il y en a qu'on connaît bien sur ce plateau, mais il y a aussi les Karl Lang, les Romain Marie, la Bernard Anthony, les Gollnisch, toute une série de cathos qui incarnaient cette ligne conservatrice catholique, qui ne sont plus au Front National ou qui sont complètement déclassés, typiquement Gollnisch. Et celles qui incarnaient soi-disant la ligne catho-conservatrice qui assumait son catholicisme, Marion Maréchal Le Pen, elle divorce comme un vulgaire Nicolas Gardère. Franchement, soyons sérieux. Il n'y a pas vote plus anti-chrétien que le vote frontiste. Il n'y a rien de catholique au Front National et les catholiques du Front National en sont partis ou sont déclassés. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Philippe Randa. Nicolas Gardère a dit de façon un peu brutale une vérité que personne jusqu'à présent ne dit, c'est qu'il y a très peu de catholiques qui votaient en tant que catholiques pour le Front National pendant des dizaines d'années. Il y avait des catholiques au Front National, oui, mais le vote catholique n'avait jamais été Front National. Il était de 4% pendant des décennies, notamment sous toute l'ère, on va appeler ça l'ère Le Pen, Jean-Marie. On va dire les catholiques pratiquants, parce qu'on différencie les catholiques pratiquants, etc. Non, catholiques tout court. Catholiques, c'était 4%. Des sondages aujourd'hui, ce ne sont que des sondages, mais quand même un peu révélateurs, donneraient 25% chez les catholiques de vote Front National. Donc effectivement, panique dans le landerneau de la presse médiatique, et la Croix ne fait que le travail de ses maîtres. L'Église catholique, ses représentants ont toujours été hostiles au Front National, ont toujours été des opposants, ont toujours appelé à voter et à lutter contre le Front National. Donc le journal catholique par essence fait son boulot, le boulot de tous les évêques, et du pape, mais on va croire que je lui en veux à ce pape. Il rapporte la parole de l'Église aujourd'hui. Ils veulent arrêter la progression du Front National. C'est normal. Charlotte Dornelas, Béatrice Bourge, Nicolas, je vais vous donner la parole, ne vous inquiétez pas. En fait, je ne voudrais pas dire les catholiques et le Front National, c'est pas ça tellement. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que la Croix fasse un fascicule et une fois de plus, on prend les Français pour des enfants à rééduquer. Mais moi, ça m'insupporte. Alors, si la Croix veut dire quelque chose à ce moment-là, parce que je crois que c'est pour faire réfléchir et créer un débat. Exactement. Et bien moi je suis désolée, mais quand on demande à quelqu'un de réfléchir et de créer un débat, on donne argument et contre-argument. Je trouve que c'est le minimum de l'honnêteté intellectuelle. À partir du moment où la Croix se dit un journal, à ce moment-là, de réflexion et de débat, dans ces cas-là, il n'agit pas comme il agit. Donc moi je suis profondément choquée par ça, parce que, une fois de plus, les Français sont des enfants, ils ne sont pas des adultes, il n'y a pas de responsabilité, ça m'est insupportable. Je veux dire que c'est exactement comme ça qu'on nous traite sur tous les sujets. Il y a un espèce de prêt-à-penser, et puis il faut rentrer dedans, et puis on n'a pas le droit d'en sortir. Et ben voilà, moi ça, je m'insurge contre ça, et voilà. Et d'autre part, si le journal La Croix veut commencer à faire quelque chose contre le Front National, il n'a qu'à parler aussi des thèses qui sont chez les Républicains et qui sont soutenues par un très grand nombre de Républicains, qui sont l'idéologie du genre, qui sont le mariage, enfin bref, tout ce qu'on sait. Donc ça, il y en a énormément chez les Républicains.
qu'il fasse aussi, à ce moment-là, le mea culpa du PS, parce que les catholiques, et qui sont au PS, et qui ont soutenu le mariage, etc., etc., alors là, on peut y aller aussi, et puis peut faire comme ça, mais à ce moment-là, qu'il fasse la même chose pour tous. Moi, sinon, je trouve, ça s'appelle la réflexion pour tous, tiens, on pourrait lui suggérer ça. Voilà, donc voilà. Et puis, il pourrait peut-être parler un peu aussi de la religion catholique, et puis du catéchisme aussi, s'il se dit journal catholique, ben à ce moment-là, qu'il parle aussi un peu du dogme, de la foi, etc., plutôt que de faire que des articles politiques catho de gauche. Voilà. Xavier Lemoine. Il y a un autre phénomène auquel je suis sensible depuis à peu près 18 mois, 2 ans, c'est la tendance que les médias ont toujours de vouloir extraire dans les sondages la frange catholique, et surtout sur les sujets les plus clivants. Et j'ai l'impression que progressivement, on essaye de faire porter aux catholiques le rôle de bouc émissaire sur un certain nombre de sujets qui sont en contradiction avec ce que le système essaye de nous faire avaler. Et je le vois de plus en plus, et à chaque fois on dit, oui, les catholiques dans cette affaire sont responsables de tel pourcent, comme si on voulait progressivement indiquer, mais oui, les pas beaux, les méchants, c'est eux. Et je voudrais être sûr que 25% soit le bon chiffre, parce que très honnêtement, l'électorat du Front National, il provient plutôt des troupes de gauche et des milieux populaires, qui n'étaient pas forcément des piliers de Sécristy avant, et je voudrais être sûr du chiffre et qu'il n'y a pas derrière une manipulation pour essayer de cornériser, je dirais, un courant de pensée. Nicolas Gauthier, Charlotte. Déjà, j'essaie d'être un bon catholique, ce qui ne m'empêche pas d'être un peu anticlérical parfois, mais j'aime beaucoup les prêtres quand ils font des messes, quand ils font des journaux, je suis quand même plus sceptique. Il ne faut pas oublier que... c'est pas des curés qui sont à la tête de la croix. Oui, ça se saurait. Alors ça, je vous dis tout de suite. Ça, je vous dis. Alors, bien Nicolas Gauthier, je vais vous faire une confidence, il n'y a pas besoin d'être catholique pour écrire à la croix. Oui, voilà. Je dirais même plus, on peut écrire à la croix, surtout si on n'est pas catholique. Hein. Mais c'est vraiment pas un scoop que je vous donne. Okay. Mais il n'empêche que dans les années 20 du siècle dernier, pour booster ses ventes, la Croix était sous-titrée le quotidien le plus antisémite de France. Ce qui fait assez rire quand on voit qu'aujourd'hui donne des leçons de morale et d'élégance démocratique. Pour le reste, qu'on parle du peuple des catholiques, les catholiques de France n'est pas un bloc sociétal sociologique. Comme dit les musulmans, il y a ceux qui votent Front National, ceux qui votent pas, ceux qui votent Front de gauche. Et après, pour le reste... Ceux qui votent pas, surtout. Oui, ceux qui ne votent pas. Mais c'est pas une réalité, comme dire la cause de la femme. La femme, c'est qui? C'est Elisabeth Badinter ou la caissière Auchan. Hormis les organes reproducteurs, la femme n'est pas une catégorie sociologique qu'on veut l'analyser de façon sérieuse. Pour le reste, quand on parle des électeurs du Front National qui sont en souffrance, moi, je suis désolé, je travaille pour... Martial le sait très bien, moi je sais ça. Aux alentours, aux environs, on va dire je suis un idiot utile ou un compagnon de route du Front National depuis 83, jamais été en souffrance. Hein. Jamais voté pour le Front parce que je souffrais, j'avais mal au lombaire. Non, c'est un vote d'adhésion. Quand on dit les électeurs du Front, ils souffrent comme si des poitrinaires, des malheureux, bon pour le sanatorium. Donc là, on a affaire à une tarte à la crème sémantique et dialectique qui est vide de sens. Et puis après, la Croix écrit bien ce qu'il veut, mais de toute façon, tout le monde s'en fout, parce que qui lit la Croix aujourd'hui? 100 000 personnes. Bah si, 100 000, donc 250 000 lecteurs. Et Cyril Hanouna, il en fait 10 fois plus. Et on s'en fout pareil, donc... Pas tant que ça. J'arrêterai sur Cyril Hanouna, qui ne lit pas forcément la Croix. Je vous l'accorde. Ça, c'était antisémite. Non, pas vraiment. Allez, Charlotte Dornelas, ne répondez pas aux provocations parce que sinon on va passer la soirée. Charlotte Dornelas. Moi je fais court au moins, je fais des efforts. Il y a plusieurs choses. J'ai retenu une saillie, encore une fois, de Nicolas Gardère sur on ne peut pas être catholique et voter Front National. Je pense que si effectivement... Si vous croyez ce qu'il dit, on en est pris sorti. Non, mais attends, je dis que c'était le vote le plus anti-chrétien. Non, mais c'est quelque chose qu'on entend effectivement très souvent dans la bouche, notamment de la Croix, mais même parfois de certains prélats catholiques. Le fait est que si, effectivement, moi je suis assez d'accord avec le fait qu'on
marque aujourd'hui beaucoup plus que font les catholiques, ce que ne font pas les catholiques qu'avant, c'est certain, et il y a évidemment une visée politique derrière tout ça. Mais au-delà de ça, il est vrai même dans mon entourage, ne serait-ce que celui-là, qu'il y a certaines personnes qui, pendant des années, ont parfaitement refusé de voter Front National et qui votent aujourd'hui pour le Front National. Je pense que c'est quand même un vote qui a progressé chez les catholiques pratiquants. Et quand on dit aujourd'hui on ne peut pas être catholique et voter Front National, je reviens du coup sur la cause. Pourquoi les gens aujourd'hui rejoignent ou votent pour le Front National en étant catholiques? Quand on les écoute, quand on prend le temps de les écouter, quand on les connaît déjà et qu'on prend le temps de les écouter, c'est effectivement comme, à mon avis, un pourcentage énorme des gens qui votent aujourd'hui Front National pour la question de l'immigration. Sur cette question de l'immigration, je pense qu'on peut être parfaitement catholique et essayer à tout prix, par tous les moyens qui nous sont donnés, quand bien même ils soient discutables par ailleurs, d'éviter la guerre. Je pense qu'il n'y a rien de plus catholique que de vouloir éviter la guerre. Donc, et je pense que ça, c'est quand même un argument qui pousse aussi aujourd'hui les gens vers le Front National. Toutes les réponses politiques, on va dire, et je le fais très court, hein, mais je pense que c'est quand même un raisonnement électoral qui se tient. Aujourd'hui, toutes les réponses politiques possibles, partisanes, ont été testées. Celle du Front National ne l'a pas été. Elle a fait toute sa progression dans le monde politique sur la question de l'immigration, sur la question de l'islam. Et aujourd'hui, les gens se disent peut-être qu'ici, il y a notre dernier espoir, en fait, d'éviter le bain de sang. Et ça, je pense que c'est profondément catholique, en tout cas, de se poser la question. Et donc, peut-être de répondre par ce vote-là, plus que par un autre. Pour la première question, parce que c'est celle qui m'a le plus touchée, évidemment. Ensuite, plus largement, sur cette question de la croix, que la croix appelle aujourd'hui, fasse un fascicule même, en décortiquant le programme du Front National, en disant, bah voilà, ça c'est possible, ça c'est pas possible quand on est catholique, pourquoi pas? Pourquoi pas, vraiment? Dans ces cas-là, elle prend une liste de points non négociables et elle fait un fascicule avec tous les partis politiques de la France. Parce que, pardon, mais aujourd'hui, si on est catholique, c'est-à-dire, parce que bon, il y a des grosses confusions aussi entre tel curé qu'on a entendu une fois et l'Église catholique, c'est quand même un peu différent. L'Église catholique a un enseignement qui est quand même un petit peu plus stable que tel ou tel curé qu'on a entendu ou qu'on a bien voulu entendre sur tel ou tel sujet. Ou même le pape dans un avion. Même le pape dans un avion, précisément, qui, d'ailleurs, le pape, quand il fait son exhortation post-synodale, qui a posé tant de problèmes aujourd'hui, et légitimement, qui a posé des problèmes, qui a quand même, au début, au moment de la publication de son exhortation post-synodale, expliqué qu'il était du devoir des fidèles de rappeler même, pourquoi pas, le pape à l'ordre, s'il se trompait sur ce qui ne relevait pas de l'infaillibilité pontificale. C'est des choses qu'on oublie tout le temps de préciser, parce que c'est toujours des non-catholiques qui nous expliquent ce que dit le pape, ce qu'il faut quand on est catholique ou quoi, hein, suivez mon regard, bon. Et... mais vous n'allez pas les dénoncer quand même. Non, mais je les dénonce pas. Mais bon, comme on m'explique tout le temps que je porte des croix de 3 mètres de haut et que je suis le pape. D'ailleurs, quand le pape parle, c'est de ma faute. En concert, donc, ça, en plus, elles ne sont que de 2 mètres. Je suis témoin. Voilà. Donc, pour finir sur cette question de la croix, ce qui me gêne profondément, c'est qu'en plus, quand on lit le fascicule, qu'on voit la croix, ou en tout cas l'argumentaire qui sort à chaque fois, c'est à chaque fois sur des choses extrêmement discutables. C'est-à-dire que on fait 15 pages pour expliquer aux gens, vous ne pouvez pas voter Front National parce que il faut accueillir l'autre. Alors, on nous sort toujours la parabole du bon samaritain. Je rappelle quand même que le bon samaritain, il y avait une personne en face. Il n'y en avait pas 8 millions déjà, première chose. Et deux... Voilà. Donc en fait, c'est complètement absurde d'utiliser cette parabole, en tout cas pour justifier quelque chose. Ensuite, qu'il faille avoir des racines pour avoir des ailes, et donc qu'il faille être enraciné. Si Dieu nous a voulu corps et âme, là je vais un peu sur le fond, mais bon, puisque c'est le sujet. Si Dieu nous a voulu corps et âme, c'est qu'il nous a voulu aussi corps, et donc dans une terre qui nous a voulu ici et maintenant. Et pour accéder au ciel, il faut bien être enraciné. On n'accédera pas au ciel sans être enraciné. Donc qu'on veuille vouloir défendre ça, il est impossible de faire une leçon de morale là-dessus. Ensuite, sur le traitement politique de la chose, bien sûr qu'il y a aujourd'hui, et je pense que personne ne me contredira là-dessus, enfin en tout cas que je me contredis pas moi-même plutôt là-dessus. C'est déjà un bon début, vous savez, j'ai mis beaucoup de temps avant d'y arriver. Voilà. Et que je me contredis pas moi-même là-dessus, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans la défense, en tout cas partisane et par les tenants du Front National d'aujourd'hui, certaines choses qui sont effectivement problématiques quand on est catholique. On peut les critiquer sur tel ou tel point, il n'y a aucun problème. Ça n'est jamais dans ce genre de fascicule. C'est quand même incroyable. On ne parle jamais de ces questions-là dans ce genre de fascicule. C'est toujours l'autre avec un grand A, le truc complètement improbable. On ne sait même pas de quoi on parle. Bon. Et sur la suite, en fait, je l'ai déjà dit, mais il faut absolument le faire.
Ça va. Vas-y, vas-y. Il faut absolument le faire sur tous les partis. On ne peut pas aujourd'hui dire aux gens, vous ne pouvez pas être catholique et voter Front National, mais par contre, vous pouvez être catholique et voter le Parti Socialiste qui vote le mariage pour tous. Vous pouvez être catholique et voter l'UMP qui vous explique que finalement la théorie du genre, en fait, bon, enfin, qui vous explique pas, mais en tout cas la théorie du genre vient de Luc Châtel, qui est quand même un mec, un homme, pardon, des Républicains. Enfin bon, bref, en fait, moi, que les catholiques votent ce qu'ils veulent, en fait, je m'en fous. Hein, très clairement, je pense qu'on peut être catholique et voter plein de choses et être un bon catholique quand même dans la vie, mais qu'effectivement quelqu'un m'explique en plus en me disant on va débattre, mais le présupposé du débat c'est que tu te trompes, ça me gêne un petit peu quoi. Allez, la croix. Nous sommes rigoureusement fidèles à la foi catholique. La croix contre le Front National, alors là on voit Hollande, Cazeneuve et bien d'autres. Je m'abonne, bien évidemment. Et puis alors là, je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas moi. Je suis pour la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix, vade retro Satanas. Voilà. Merci, on se retrouve dans quelques instants. Nous allons parler de Donald Trump, Hillary Clinton et les femmes. À tout de suite. Allez, c'est le dernier sujet sur Bistro Liberté en compagnie de Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Et nous allons nous projeter aux États-Unis pour aller voir les élections américaines à travers un prisme tout particulier de Donald Trump à Bill Clinton, le mépris des femmes. Des paroles aux actes de Donald Trump, tenant des propos sexistes et choquants dans une vidéo de 2005 à Bill Clinton, accusé d'agression sexuelle, voire de viol. Les femmes sont donc au cœur de l'élection présidentielle américaine. Trump parle pour lui de discussion de vestiaire. Clinton dément d'un revers de main les allégations à son propos. Et pourtant, les femmes vont-elles avoir raison de Donald Trump ? Ou feront-elles payer à Hillary le comportement de son encombrant mari? Je vous pose la question. C'est quand même incroyable cette affaire. Mon bon Martial Chou. J'ai envie de vous dire, c'est moi, Martial Chou chez moi, c'est moi. Pour en finir avec le jugement de Dieu, Dieu avec une minuscule, Saint Antonin Artaud disait « Là où ça sent la merde, ça sent l'être, et là où ça sent l'être, je ne suis pas très loin, mon bon Martial. » Et ce que je veux vous dire, c'est, moi, il commence à m'intéresser ce Donald. Plus c'est dégueulasse, plus je me sens en appétit. Juste pour vous dire... Mais là, c'est une profession de foi, hein. J'espère que tout le monde a bien écouté, quoi. C'est de la poésie, là, vous ne pouvez point comprendre. Voilà. Ce n'est pas de la théologie, c'est de la poésie, et c'est Antonin Artaud. Non, juste, ce que je veux juste te dire sur le sujet, c'est que le harassment, j'allais dire, le harcèlement sexuel, parce qu'au fond, Trump et Bilou... Non mais, Trump et Bilou, c'est pareil, au fond. Non. C'est pareil, Non. Entre les paroles et les actes, c'est pas pareil. Alors, les actes à voir. Ouais. A-t-il déjà été condamné? Parce qu'il y a des histoires, on peut en parler des histoires. Parce que Paula Jones... Ça a fait pchit. Et Monica. La fameuse histoire Paula Jones. Monica, il n'y a pas eu d'harcèlement sexuel. Si vous voulez. On ne rentrera pas dans les détails du rapport, mon bon Martial, mais l'histoire Paula Jones, la première grosse affaire avant Monica Lewinsky, d'ailleurs le parjure sur Lewinsky, qui a causé la procédure d'impeachment, c'était dans le cadre du procès Paula Jones. Le procès Paula Jones, il a fait pchit, il n'y avait rien, ok. Donc déjà, parlons-en, les actes, ok, il y a des allégations. Vous savez, on est aux États-Unis, il y a des gens, non mais juste une chose sur les États-Unis, il y a des gens qui sont enlevés par des extraterrestres tous les jours aux États-Unis. Juste le rappeler quand même. Je suis pas là en train de remettre de manière systémique, non, je suis pas là en train de remettre en cause de manière systémique, évidemment, les violences sexuelles opérées par Bill Clinton ou d'autres. Juste rappeler quand même que des gens sont enlevés par des extraterrestres tous les jours aux États-Unis, juste comme ça pour mémoire. Donc que les hommes d'État soient accusés régulièrement, tout le temps. Monsieur le maire peut-être un jour sera accusé d'avoir massé les pieds de manière un peu trop insistante à une collaboratrice. C'est pas le bon département. Non mais juste rappeler aussi ça, malgré tout, quelle que soit par ailleurs la réalité des agressions sexuelles qui ont cours, et notamment par le biais des hommes politiques. Il y a suffisamment de journalistes politiques ici présents pour rappeler quand même que les hommes politiques ont un tropisme vers la flatterie lourde. Le mépris des femmes, Nicolas Gardner. Juste rappeler sur ce plan, pour moi, le harcèlement sexuel, Trump, Clinton, Beaupin, tout qui vous voulez, ça n'est pas une maladie, c'est une société. C'est la société patriarcale et phallocratique. Elle est construite comme ça. Que vous le vouliez ou non, c'est une sorte de norme sociale. Vous savez pas que Beaupin avait été
La victime de la société patriarcale. Alors là, je dois dire, ça n'est pas une victime. Non, mais moi, je veux bien. Ça n'est pas. Je veux bien. Ça n'est pas une victime. Je veux bien. Ça n'est pas une victime. On est obsédé. Point final. Beaupin n'est pas une victime. C'est juste, rappelons juste que ce projet de société, est celui-là. Et donc, il est normal que dans une société patriarcale et phallocratique, il y ait du harcèlement systémique, et notamment de la part des hommes de pouvoir, comme l'a été Trump, comme l'a été Clinton, comme l'a été à sa mesure Denis Beaupin, etc. Comme l'a été Strauss-Kahn. C'est la norme. C'est la norme. Dans notre société, excusez-moi, les hommes sont relativement peu agressés sexuellement ou harcelés sexuellement par des femmes. Parlez pour vous. Non, mais demain, on nous expliquera. C'est relativement rare. Juste, voilà. Parce que vous n'êtes pas un homme de la presse. Non, mais demain, c'est Nicolas Gardère qui nous expliquera que le plus de viols, notamment machin, ça a lieu dans les familles les plus défavorisées. Mais bon, à part ça, c'est la société patriarcale et que c'est le Aucun lien. Aucun lien. Si, si. Ce que je veux juste te dire, c'est un peu comme un rhinocéros à l'envers. Vous connaissez la pièce de Ionesco? Là, c'est un peu, vous savez, chez Deleuze, il y a le devenir animal, il y a une sorte de devenir porc. Et c'est comme si ce porc, finalement, Inch'Allah, réussissait à échapper à sa condition. Et juste un fait comme ça, un fait, une sorte d'expérience personnelle, mais un fait qui, je crois, peut faire sens collectivement. Mes deux grands-pères ont perdu leur pucelage au bobinard. Ce qui est normal pour des hommes de leur génération. Juste le rappeler, c'est normal pour des hommes, tant de la bourgeoisie que du prolétariat. Moi, ça ne m'a jamais traversé. J'ai beau être l'avocat du STRAS, un cas du travail sexuel, ça ne m'a jamais traversé l'esprit d'aller aux putes. Parce que ma mère m'a expliqué, etc. Très bien. Parce que ma mère était féministe. Juste dire que peut-être, nous pourrons échapper un jour à cette sorte d'impératif du viol. D'accord. Oh là là. Merci Nicolas Gardère. Nicolas Gardère, c'est pas facile tous les jours mon métier, vous savez. Allez, Pierre Gentil, allez, après tout, c'est pas facile pour vous non plus. Alors, après cela, revenons au mépris des femmes dans cette campagne électorale, à travers deux cas, Donald Trump, Bill Clinton. Est-ce que vous les mettez déjà au même niveau, l'un et l'autre? Franchement, c'est passionnant comme sujet. Je veux dire, non mais déjà, c'est pas le mépris des femmes. Enfin... Je vois pas, c'est pas que je vois pas le problème, c'est que, enfin pour moi, c'est, en même temps je raisonne en tant que Français, et pour nous en tant que Français, c'est pas que c'est dérisoire, mais pour les Américains, qui sont un peuple beaucoup plus puritain, évidemment, c'est important. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce sujet? On s'en fout de la question du mépris des femmes, c'est est-ce que ça peut faire basculer l'élection de Donald Trump? Moi, c'est plus ça la question. Mais je pose la même question. Non, parce que question mépris des femmes, machin, etc. Je ne sais pas, moi, François Hollande ne dit pas, par exemple, la toujours, il société méprise pas Madame Trierweiler, non, mais d'ailleurs, les Français s'en foutent. Peut-être parce qu'ils méprisent, mais les Français s'en foutent complètement de cette histoire-là. Parce que les histoires de cul, on s'en fout. On n'a pas de police des braguettes chez nous en France. Je veux dire, un peu différent, là, on est dans le viol, effectivement. Non, il n'y a pas de police des braguettes en France. Démontrez-moi police ça. de la sexualité, en tout cas. Il n'y a pas de police des braguettes en France. On fait ce qu'on veut. Aux États-Unis, c'est différent, c'est beaucoup plus puritain. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça peut faire basculer l'élection pour Trump? C'est clair que c'est un caillou dans la chaussure. Ensuite, si on regarde, parce que cet événement, il n'est pas arrivé par hasard. C'est comme une vidéo vieille de 10 ans, qui, comme par hasard, ressort 2 jours avant le second débat, le cœur, je dirais, de la fin de la campagne, là où on est sur les derniers mètres. Donc c'est pas un hasard si cette vidéo-là, avec Donald Trump, est sortie. La question, c'était de savoir... femmes qui se plaignent de Bill Clinton. Non, mais la question, c'était de savoir... La question, c'était de savoir, est-ce que ça allait jouer ou non, notamment dans le débat. Et Trump, à mon sens, a bien réagi, puisqu'il sait que la société américaine est très puritaine et que ça peut lui coûter cher, et il s'est excusé. Il s'est excusé, mais en gardant la tête haute, et puis en disant accessoirement aussi ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, c'est pas un hasard que ça sorte quelques jours avant le second débat, un truc de 10 ans avant. Donc encore une fois, c'est clairement une arme. Pour le débat, je pense qu'il faut quand même, entre guillemets, en dire un mot, je pense qu'il s'en est... Pour moi, il a surmonté l'épreuve. Il a dominé Hillary Clinton pendant tout le débat, alors que pendant le premier débat, c'était pas du tout ça. C'était plutôt Hillary Clinton qui dirigeait. Là, il l'a aligné. Je veux dire, il suffit de regarder les vidéos sur Internet et pas que les petites phrases avec et oui, si je suis élu, tu iras en prison. Hein, c'était pas que ça. C'est vraiment ça, sur le débat. C'était un des meilleurs passages. Mais sur le débat, il l'a aligné. Et sur la question, et je termine par ça, sur la question de cette vidéo, de son rapport aux femmes, il l'a renvoyé à l'histoire des 33 000 emails qui ont été disparus. Parce que, je veux dire, on se concentre sur
pardonnez-moi, un petit point de détail, sans utiliser le mot polémique. Oh là là. On se concentre sur un petit point de détail, alors que, pardonnez-moi, il y a quand même de gros scandales derrière, de grosses casseroles qu'a Hillary Clinton, et en particulier cette histoire des mails. Et elle a quand même dit, enfin, j'ai pas un anglais parfait comme notre ami Nicolas, mais que si vous mettez c'était des trucs de famille, c'était des mails de famille, 33 000 mails de famille. Enfin, je veux dire, à un moment, en tant que secrétaire d'État, en tant que secrétaire, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc, il a bien poussé dans ses retranchements. Il lui a opposé les mails à l'histoire de la vidéo. Et à mon avis, bon, c'est clair, ça a peut-être joué sur le coup, mais il a passé le cap. Maintenant, il faut voir le troisième débat. C'est ça qui va jouer, à mon avis, l'élection présidentielle. Le premier débat a été gagné plutôt par Clinton. Le deuxième a été bien repris en bas par Trump. Maintenant, le troisième va faire l'affaire. Alors, Stéphanie Bignon. Vous qui venez de publier un ouvrage chez Via Romana, La chasteté ou le chaos, alors là on est dans le chaos. Ah oui, absolument, c'est extraordinaire. Et il est bien d'actualité. Je fais des transitions de dingue. De dingue. Là je suis branlant. En lisant ce titre, je suis branlant. Oui, mais bien justement, j'aimerais en parler avec vous en particulier. Ah bah écoutez, là j'ai tellement besoin. On fermera la boutique avant. Alors, poursuivez et sur les États-Unis, s'il vous plaît. En fait, ces élections, Hillary, Trump, j'avoue que l'avantage des États-Unis, c'est que au moins les choses sont très très claires. Autant chez nous, il y a un reste de quelque chose d'idées et pas d'idéologie dans nos débats politiques qui peut encore faire illusion. Autant aux États-Unis, il n'y a plus rien. C'est le désert absolu. Donc, qu'on me dise pas, comme on m'a dit récemment, que ces élections, l'enjeu était la guerre ou la paix. Je suis désolé, aux États-Unis, depuis 1913, c'est la Banque fédérale qui dirige. Que Nathan Rothschild disait « Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de qui fait les lois ». Donc le débat n'est pas à ce niveau-là. Par contre, ce qui est assez intéressant et qui me ramène à mon livre, c'est que quand l'argent dirige, le sexe est roi. Et que, précisément, une addiction en amène une autre, et que je suis étonné, cher maître, que vous qui êtes un écologiste averti, vous ne soyez pas rendu compte qu'en fait, vivre chastement, c'est vivre sobrement. Et vivre sobrement, c'est le meilleur moyen de protéger notre environnement. Parce que la chasteté, ça n'est pas seulement... Vous me reprochez mes 3 enfants ? Eh ben justement, vous, Mignon, vous me reprochez mes 3 enfants. Vivre chastement, monsieur, ça n'est pas être vierge, ça n'est pas s'empêcher de se reproduire. C'est juste éviter aux hommes de perdre leur autorité. L'autorité paternelle dépend complètement de la sacralité de leur rôle de géniteur. J'aimerais juste rappeler. Voilà. Et que dans une époque où on a retiré les frontières, où on a retiré le sens de la nation, de la défense, de la protection de la vie, et qu'en plus on enlève la sacralité de la semence masculine, faut pas s'étonner qu'on parte à volo. Voilà. Allez, écoutez, non, mais attendez, j'ai été mis en cause dans ma virilité, dans mon intimité. Non, vous n'avez pas été mis en cause. En une phrase. Non. Je suis juste surpris. Ça vous a été envoyé, mais ce n'était pas seulement pour vous. Je suis juste surpris que Stéphanie Bignon, Nicolas Gardère, je donne la parole à Charlotte reproche mon refus de la contraception, y compris naturelle. Non. Je suis un peu surpris. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas été mis en cause dans votre intégrité. Rassurez-vous. Dans ma virilité. Charlotte Dornelas. Bah alors effectivement, il y a sur cette problématique de la vidéo de Trump qui est sortie et donc de la réponse de Trump sur l'agression sexuelle de Bill Clinton que par ailleurs on avait entendu. Alors déjà, il me semble pas que ce soit Bill Clinton qui soit candidat à la présidentielle, donc je comprends pas très bien pourquoi on reproche à Hillary Clinton, à qui on a 1000 choses à reprocher, le comportement de son mari, dont elle a sans doute été la première à souffrir, si on veut se mettre du côté des femmes. Dans l'ouvrage, il y a des éléments aussi qui indiquent que Madame Clinton aurait sa propre vie. Voilà, et qu'elle a voulu faire taire les 4 personnes qui témoignaient à la conférence elle a voulu de presse. faire taire. Il y a peut-être aussi, alors on va me dire que je suis encore naïve, je vais faire comme la dernière fois. Je me mets à sa place 3 minutes, je suis pas sûre d'avoir envie que tout ça s'étale sur la place publique et j'aurais peut-être été la première à vouloir que ça ne se sache pas pour préserver notamment ce couple-là. La phrase de Roger Hollande, quand on monte au cocotier, il faut avoir le slip propre. Ça mérite de la clarté. Roger Hollande, dans le texte. Je signe, vous aussi, hein. Ensuite, sur le fond de l'affaire, je crois qu'il y a 2 camps qui se sont opposés en disant... Pendant toute la semaine, en tout cas depuis que cette affaire est sortie, en disant oui, mais qu'est-ce qui est le plus grave, qu'est-ce qui est le moins grave. Je pense qu'on s'en fout en fait dans le fond, et que contrairement à mon voisin, je pense qu'il n'y a pas une police de la sexualité, enfin je sais pas quel est le terme exact, police des braguettes aux États-Unis. Je pense que contrairement à l'énorme, en France, il n'y a pas de police des braguettes. Oui, mais qu'il y en a une aux États-Unis. Je pense que l'énorme différence sur ces questions-là,
qui sont évidemment toujours instrumentalisées politiquement, mais on s'en fout si on les traite elles-mêmes, c'est que je pense qu'aux États-Unis, si elles sont autant un sujet, c'est parce que la population préserve ou veut préserver, en tout cas dans ses élites, la norme. C'est-à-dire que la norme, c'est qu'une femme mariée à un homme ne se fait pas tromper par son mari qui viole ou pas viole, enfin je veux dire, même au-delà de la question du viol. Voilà, la question de Monica Lewinsky, c'était pas une question de viol, et il n'empêche que la population, donc c'est une question de norme, et qu'en France, il n'y a pas de police de la sexualité sur un tel va tromper sa femme, etc., puisqu'on encourage, au contraire, à surtout transiger les normes. Donc je pense que c'est deux contextes qui sont extrêmement différents, et je suis pas sûre que le contexte américain soit pire que celui de la France en tout cas sur l'exposition médiatique et politique qui en est faite. Ensuite, sur le fond, que Bill Clinton ait violé des femmes, c'est insupportable et il mérite d'être puni pour ce qu'il a fait, s'il l'a fait, etc. Avéré, bien sûr. S'il l'a fait, bien sûr. Je veux dire que la justice fasse son travail, j'ai envie de dire. Ça n'enlève rien au côté absolument insupportable des propos de Donald Trump qui sont sortis dans cette vidéo. Je veux dire, c'est que c'est pas parce que Bill Clinton a fait pire et qu'effectivement il est passé à l'acte que Trump qui dit des horreurs. C'est pas la même chose. Il y a eu des procès, il n'a pas été condamné. Il y a un avocat. Arrêtez, je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose. Je suis en train de dire qu'on ne gagnera rien sur le plan moral, puisque c'est sur le plan moral que se passe ce débat, même faussement, en disant que oui, mais c'est rien. Je suis désolée, c'est pas rien ce que dit Donald Trump. C'est les paroles d'un porc. Politiquement, on s'en fout. C'est pas essentiel. Le devenir porc, on est deux le dire. En droit, pour le coup, il y a des paroles et des actes. C'est pas vous qui allez me contredire, cher maître. Il a été condamné combien de fois? Bien sûr qu'il y a des paroles et des actes, mais Donald Trump va être aujourd'hui président des États-Unis et il est, pour terminer mon propos, il est normal qu'une phrase pareille choque, et il est même sain qu'une phrase pareille choque. Ensuite, effectivement, bien sûr, si elle sort maintenant, c'est une question politique. S'il y a 4 femmes violées qui tout à coup sont prêtes à témoigner, c'est évidemment une réponse politique qui était prête aussi. Donc on arrête de se faire avoir sur cette question-là. Donc moi, pour finir, ce que je comprends, c'est que les gens féministes ou libertaires, ou je sais pas très bien comment on les appelle, mais en gros, la liberté dans le monde, tout ça, bon, qu'ils soient hyper choqués par ce qu'a dit Donald Trump, je le comprends évidemment, on ne peut être que choqué par cette phrase de Donald Trump. En revanche, que derrière, par conséquent, ils aillent soutenir Hillary Clinton, qui défend tout sauf la liberté et partout dans le monde, c'est incompréhensible pour moi. En gros, les gens qui ont soutenu Hillary Clinton jusque-là, ou en tout cas qui ont tout fait pour détester Trump pendant des mois, aujourd'hui se disent, bah vous voyez, on a une raison de détester Trump. Ils devraient, en fait, la conclusion logique pour tous les gens honnêtes devrait être pauvres Américains, quoi. Ils vont devoir choisir, mais pauvres Américains. Oui, et en fait, c'est pas ça le débat, c'est que Trump a dit ça, donc on va choisir Hillary Clinton. Mais au secours, quoi. Au secours. Oui, si le débat se résume à ça, il est pauvre. Non, mais bien sûr qu'il est pauvre. Ce que je trouve juste, c'est que c'est Hillary Clinton qui est allée chercher Trump sur ce terrain. Elle aurait mieux fait de se méfier, parce que évidemment, ça, c'est incroyable. Dans ce registre, il a été beaucoup plus loin qu'elle, puisqu'effectivement, c'est pas vous qui allez me contredire, lui, c'était des paroles, effectivement, assez répugnantes, c'est le moins qu'on puisse dire, sexistes, etc. Et alors que Clinton, c'était des actes. Et j'en veux pour preuve les 4 femmes qui ont témoigné à la conférence de presse précédente. L'adultère avec les whisky, point barre. Et qu'Hillary Clinton a tenté d'acheter. En plus, elle a tenté de faire taire, en tout cas. Ce qui fait quand même très mauvais effet. Bon, sur ce débat clos là-dessus, je voudrais juste ajouter que j'ai trouvé Trump plus fair-play que Clinton à la fin. Puisque quand on leur a demandé à tous les deux, effectivement, ce qu'ils trouvaient comme qualité, ce qu'ils respectaient chez l'adversaire, eh bien, lui, Trump a dit qu'il trouvait que c'était une battante, qu'elle se défendait, qu'elle ne renonçait jamais. C'était assez fair-play de sa part. Tandis que Hillary Clinton a juste dit que ce qu'elle respectait chez Trump, c'était ses enfants. Non, il n'a pas dit que ça. Elle a dit ses enfants. Oui, mais on aurait pu dire que c'est pour éviter de faire une qualité à Trump. Oui. Mais elle a dit aussi ce qui prouve qu'ils ont eu un bon père. Si ce qui est mieux que plutôt que je les plains. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ça aurait été mieux, effectivement, de dire une qualité directement à Trump, mais elle a dit pour les enfants, elle a dit aussi, ils ont eu un bon père. Bon, bref, j'ai trouvé qu'elle était plus au bord du craquage et qu'elle était plus mise en difficulté dans ce deuxième débat. Et quand elle a passé son temps à critiquer la Russie de Poutine, ce qui quand même, voilà, si elle est présidente de la République, des États-Unis, nous vaudra une guerre qui ne sera pas une chance pour l'Europe. Voilà. Et j'ajouterais que Trump, pour le coup, c'est ça qui est très intéressant, comme quoi
peut-être qu'il a une vraie ligne en politique étrangère, parce qu'on dit qu'il bifurque, c'est qu'à un moment, son futur vice-président s'était un petit peu éloigné de la ligne. Il avait dit, grosso modo, sur la Syrie de Bachar al-Assad, que c'était pas exclu, les bombardements, etc., américains. Parce que vous savez qu'à Alep, on tape un peu dessus, parce que forcément, l'armée syrienne est en train de gagner Alep, donc c'est pour ça qu'on vous met tous les images d'enfants partout, c'est pas un hasard. Et bien lui, justement, Donald Trump, c'est intéressant, parce que il s'est désolidarisé des propos, pour le coup, de son vice-président, son adjoint, je sais pas, en disant non. Et il a été très pragmatique, très pro-américain. Il a dit ISIS, je pense comme le débat américain. Daesh, c'est l'ennemi et je veux réunir, c'est l'ennemi prioritaire et je veux réunir tous les gens qui luttent contre cet ennemi prioritaire, dont la Syrie, dont la Russie, et c'est pour ça que je marierai avec eux. On conclut parce qu'on est très en retard. Xavier Lemoine, sur ce débat Trump, Bill Clinton, le mépris des femmes pour chacun des deux, mais aussi le rôle que les femmes vont avoir dans cette élection. Je crains de ne pas avoir une grande plus-value sur le débat. Il était au programme, je le savais. Non mais voilà, je regarde Trump, Clinton. Je préfère à titre personnel, au regard de la politique étrangère, politique économique, que l'on puisse avoir Trump, même si aura-t-il la possibilité de faire ce qu'il pense au regard du système tel qu'il est verrouillé, j'en conviens. Mais Clinton est pour moi beaucoup plus inquiétant. Et au regard des répercussions immédiates que cela aura sur l'Europe et sur la France et sur nos banlieues, je regarde ça de ce côté-là. Tout le reste, je me rapproche de la position qui a été exprimée par Charlotte à l'instant sur la question du respect dû aux femmes. Voilà. C'est clair. Charlotte, un mot. Mais un mot seulement, c'est mon début, je vous punis. Non, mais un tout petit mot, c'est sur la formulation qui a été faite. Aujourd'hui, du coup, l'élection américaine repose sur les femmes. C'est les femmes qui vont faire. Mais arrêtez de nous donner un rôle qu'on n'a jamais demandé, quoi. C'est-à-dire que là, il y a une question qui se pose par rapport au traitement qu'ils font de certaines femmes qu'ils ont croisées sur leur chemin, mais les femmes ne feront pas l'élection américaine comme les femmes ne veulent pas faire l'élection de quoi que ce soit, ni la vie politique de quoi que ce soit. Voilà. C'est parfait. Et on reparlera de ces élections américaines sans problème. Et puis si Hillary Clinton est élue, on reparlera de la guerre. Big Brother is watching you, mais pas Bill. Je me filme jamais, les amis du nouvel ordre mondial. Ça c'est... Premier dessin d'Ignace. Bill Clinton, accusé d'avoir agressé des femmes. C'est l'inverse. Monica Lewinsky m'a tellement agressé que c'est mes fringues qui s'en souviennent. Il faut vraiment, je pense, Ignace, il me fait Ignace tout dire. Il me fait tout dire. Oui, c'est horrible. Il me fait tout dire. Sexuellement incorrect, Trump, et courriellement incorrect, Hillary Clinton. Je préfère ça, c'est plus facile à dire. Allez, on va regarder, c'est la fin de cette émission, on va regarder ensemble une vidéo avec une question qui va vous être posée et vous allez y répondre en franchise. Je vous laisse regarder avec nous. 464 pages, une cible Nicolas Sarkozy. En lisant le très bon interview de Patrick Buisson dans le non moins très bon Valeurs Actuelles, j'ai tout de suite pensé à vous, Xavier Lemoine. Non, je ne parle pas des propos incendiaires rapportés dans le livre du type « Chirac est corrompu » ou « Fillon est un pauvre type ». Les journalistes n'ont retenu de ce livre que les petites phrases assassines, comme si Sarkozy était le seul à en faire. Le plus important, c'est qu'elles illustrent parfaitement une dérive qui touche l'ensemble du personnel politique. Je veux parler de la pipolisation de la politique, une forme d'américanisation du jeu électoral. L'Élysée, Matignon sont devenus des temples de la représentation façon showbiz. Et c'est bien normal, comme Bruxelles a confisqué tous les pouvoirs, la sélection du personnel politique ne se fait plus sur l'action, mais sur l'apparence et le verbe. Qui a la plus belle meuf, qui a la plus grosse Rolex, ou qui fait la vanne la plus mortelle. Je ne prendrai pas de leçon d'un parti politique qui a voulu, avec enthousiasme, se rassembler derrière Dominique Strauss-Kahn. Oui, je me doutais que vous pouviez. Jadis, on s'étripait sur le terrain des idées. Maintenant, on dézingue en faisant des coups. Ce que dénonce Patrick Buisson, c'est cette disparition du sens dans la politique, au profit d'une société du spectacle. Et le livre de Patrick Buisson est plus profond que ne le laissent paraître les journalistes en ne retenant que les bons mots. En me le lisant, je me suis dit, la vraie ligne Buisson, c'est vous, Xavier Lemoine.
Mais si, la ligne Buisson, c'est très simple. Vous mettez un logo UMP, je dis UMP parce que républicain dans notre culture, c'est discriminant pour d'autres partis. Vous prenez un logo UMP, donc, et vous le mettez sur un programme Front National. Vous obtenez ainsi l'effet Magic Buisson. L'effet Magic Buisson, c'est un patriotisme respectable, avec en ligne de mire l'affaiblissement du Front National. C'est le discours Sarkozy. Je dis discours parce que, dans les faits, on a eu droit à autre chose. Un discours, c'est fait pour faire plaisir, alors qu'un programme, c'est fait pour être appliqué. En ce qui vous concerne, pas de problème, vous appliquez votre programme et l'effet Magic Buisson se vérifie. Il n'y a plus de FN dans votre commune. Merci d'être avec nous. Vous avez été réélu avec 61,34% des suffrages en mars 62 dernier. Même. Du coup, la question est, pour que la droite prenne le pouvoir avec une assise électorale et populaire suffisante, faut-il reprendre le discours du Front National ou s'associer directement à eux? Alors, c'est une bonne question réalisée par le producteur de cette émission, Arnaud Soyer, mais en fait, il y a deux questions en une. La première, c'est est-ce que vous êtes Magic Buisson? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes c'est pas moi d'en juger là-dessus. Le plus proche de Patrick Buisson, sur le fond, c'est-à-dire un mélange UMP-Front National? Je ne suis jamais déterminé par rapport à des lignes partisanes, je me suis toujours déterminé au regard d'une situation que j'avais à gérer. Premier point. Et sur les points non négociables, pour reprendre une expression qui a été donnée tout à l'heure. C'est ça ma ligne de conduite. Après, je dirais, on est quand même dans un jeu politique, donc je ne suis pas là pour reprendre le discours du Front National, et je pense que sur un certain nombre de sujets, on diverge. En revanche, vis-à-vis de l'électorat du Front National, je n'ai jamais eu d'ostracisme à son encontre. Alors, sur la question de la souffrance, je veux bien, pardonnez-moi, il est parti. Il est plus là. Oui, pardon, il était sur ma... vous. D'accord, très bien. Moi, je veux bien, mais je peux vous dire, pour bien connaître les électeurs du Front National, que c'est pas toujours dans l'enthousiasme, la gaieté et la bonne humeur qu'ils vont voter Front National, et que c'est plus des fois un cri de détresse, une alarme, etc. C'est devenu un vote d'adhésion aujourd'hui. Oui. C'est davantage que ça reste un vote de rotation, mais il y a aussi de l'adhésion plus qu'avant. Il y en a davantage. Si. J'accepte. J'accepte qu'il y en ait davantage, mais néanmoins, c'est cela. Et quand on voit la volatilité de plus de l'électorat, on s'aperçoit que l'adhésion, elle est quand même à géométrie variable selon les configurations et les sujets et le niveau de l'élection. C'est tout ce que je veux dire à un moment. Et donc, j'ai toujours dit, à un moment donné, il faudra bien discuter avec le Front National, voire s'allier. Je l'ai dit sur Radio Courtoisie à plusieurs reprises, ça a été repris dans les médias. Je vois quand même des inflexions au niveau du Front National, notamment sur les questions sociétales, qui, je dirais, me refont reconsidérer mon point de vue à cause de cela, puisque je dirais, on s'approche des points non négociables et sur lesquels je trouve... Les seuls qui veulent abroger le mariage pour tous. Moi, je fais partie de ceux qui... Les seuls. Esbrouf. Bah non, c'est les seuls. Attends, vous laissez parler l'invité, c'est ça. Voilà. Fin de et je suis très très libre dans mes fréquentations. Alors vous allez me dire, Robert Ménard, c'est pas le Front National, sauf que je suis allé le soutenir pendant sa campagne. Je suis pas allé uniquement à Béziers la dernière fois. Il n'était pas encore élu. Je suis allé le soutenir. Jacques Bompard, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, je suis allé à plusieurs reprises l'aider dans la formation de ses cadres de son mouvement. Et vis-à-vis du Front National, j'ai aucun ostracisme et je les accueille correctement et je prends même leur défense publiquement lorsque dans les cérémonies patriotiques de ma ville ils sont conspués par le Front de gauche, donc j'ai aucun état d'âme là-dessus. Vous le reproche d'ailleurs, hein. Vous l'avez bien lu, voilà, donc, merci. Municipal. Voilà, c'est tout. Et je continuerai, j'essaierai de continuer de la même manière et c'est pour ça que tout à l'heure sur la question de la croix, je trouve ça relativement totalement insupportable. Quelles sont les solutions qu'on apporte à la détresse du pays, c'est tout. Quand on aura réglé ce problème, eh bien on pourra philosopher sur le reste. Je ne sais pas si je vais poser la question, mais en mai prochain, vous votez pour qui? Je ne sais pas qui sera dans le présentoir, je vous l'ai dit tout à l'heure. Très bien. Moi, je me prenais pour El Kabash, je pose toujours les mêmes questions pendant 10 minutes. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci. Alors, des grands merci. Premièrement, au producteur que j'ai cité, Arnaud Soyer, au réalisateur Benjamin Nicolas et à l'ensemble des personnes qui travaillent à cette émission, à sa réalisation, à son montage, etc., sa post-production, post-production. Merci, et je me tourne vers vous, vers mesdames et messieurs les donateurs. Merci à monsieur l'abbé de nous avoir accompagnés aussi cette soirée. On me dit souvent, mais pourquoi les donateurs sont là? Tout simplement parce qu'ils sont donateurs et que c'est la façon que nous avons de les remercier, parce que c'est important. C'est eux qui permettent à TV Liberté d'exister, et que si vous êtes donateur, il suffit de nous demander de
venir et vous êtes bien évidemment les bienvenus pour tous les Bistrots Liberté. C'est votre maison, c'est notre maison commune. Merci à vous tous, à très bientôt.